débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon début d'après-midi tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine, où avais-je la tête? Comment? Où aviez-vous la tête? Nous espérons... Janine, une grande saison vient de débuter. Oui. Expliquez-nous ça. Une grande saison, oui. C'est la saison du sens critique. Oh oui. Les Grecs ont commencé ça, Pierre. Hein? Les Grecs ont commencé ça il y a quelques milliers d'années. Ouais. Oui. Mais là, ça vient de revient à la s'ouvrir. mode. Hier, s'est ouvert une saison du sens critique. Oui. Tout à l'heure, j'ouvre la radio dans mon véhicule. Et qu'est-ce que j'entends-tu pas? Nous sommes les seuls à représenter les intérêts du Québec à Ottawa. Première question que je me suis posée dans ma tête, j'ai exercé mon sens critique, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est ça, les amis, le sens critique. C'est simplement, lorsqu'on entend une phrase, un énoncé, une opinion, une grande déclaration, de quelque bouche qu'elle fuse, Oui. on se demande, est-ce que c'est bien vrai? Et cette seule question-là amorce une réflexion. Et même s'il n'y a pas de réflexion qui suit, c'est un réflexe qu'on a avantage à cultiver. C'est un bon réflexe. Ne serait-ce que de colliger de l'information sur toutes sortes de choses. Il faut être critique par rapport à chaque information qu'on reçoit. Les énoncés. Oui, Pierre, oui. Oui, le Alors, sens critique, oui. c'est pas dire l'autre a tort. Le sens critique, c'est pas critiquer négativement. C'est s'interroger. Le sens critique, c'est se sentir interpellé et réagir. Quelqu'un dit quelque chose en s'adressant à moi, plus ou moins directement. Par exemple, l'énoncé « Nous sommes les seuls à représenter les intérêts du Québec à Ottawa. » Je sais pas qui a dit ça. J'ignore la personne, puis je veux même pas le savoir. Comprends-tu? Réflexe, est-ce que c'est vraiment vrai? Si c'est intéressant. Oui. Juste ça. C'est alors, saison de la critique et quelques discours qu'on entende, quelques phrases, quelques clichés. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vraiment vrai, ce qu'on me dit là? Ça peut être partiellement vrai. Jusqu'où c'est vrai? Et généralement, Pierre, c'est toujours partiellement vrai. Il y a un fond de vérité, mais il y a bien des petites affaires autour qui viennent changer le discours. Oui, bon. C'est ça. Alors, je voulais pas... Oh! D'autres... Janine? Oui. On va être condamné à se mêler de la campagne électorale. Oh non. Oui. Mais oui. Mais oui, parce qu'on va se faire abreuver, puis pas à peu près. Et Janine, on n'aura pas le choix. Sais-tu pourquoi? CBC, ce matin, a publié un sondage à travers le Canada sur les sujets qui interpellent, qui intéressent les Canadiens. Oui. Santé, premier dossier. Santé en avant de tous les autres dossiers. Avez-vous vu les mêmes affaires? Santé. Oui. Deuxième. Est-ce que c'était le deuxième? Deuxième. Il n'y a personne qui va le deviner. Je me souviens pas. Je défie les auditeurs. La confiance. Oui. Entre autres en nos politiciens. Le troisième? Je me souviens pas. Il y avait toute la liste aux nouvelles hier soir. Les taxes et les impôts. L'impôt. Oui. Alors, Janine, notre tribune est condamnée à suivre la campagne électorale parce que les Canadiens ont priorisé ce qui les intéresse, la santé, la confiance, les impôts. Alors, les impôts... Les deux premiers, Pierre, les deux premiers nous concernent plus. Ben, oui, non, mais les impôts sont un déterminant du comportement humain, Janine. Et à CBC, ce matin, c'était tellement bien présenté. Il y avait quelqu'un de l'Ouest qui... Au sens, Pierre, au sens où vous pouvez démotiver quelqu'un si c'est trop lourd. Ben oui. C'est Gars, ça. il y en avait plein. Le type en avait plein le cul. C'est-tu clair? Le type en avait plein le cul de l'impôt. Arrêtez de me voler. Je vais m'en occuper de mon argent. Donnez-moi-en moins, mais, tu sais, sacrez-moi la paix. Oh! Bon. C'est un peu, à titre de tribune qui s'intéresse au comportement humain, et, compte tenu du fait que je suis médecin, on convient-tu que les trois premiers sujets sont des déterminants majeurs dans nos centres d'intérêt, là? Parce que les médecins vont recevoir des payeurs de taxes qui sont complètement désarçonnés, démotivés. Ce matin, j'en ai vu un dans mon bureau, là. Il était
écoute, il sacrait. Bon, là, je ne m'amuserais pas à sacrer, parce que ça offense les oreilles chasse féminines, là, mais il sacrait dans mon bureau. Écoute, il a été opéré pour une cataracte, ça doit faire pas loin d'1 an, prochain an de tout ça. Ils ont enlevé la moitié des points. Son autre moitié de points n'est pas encore enlevée. Là, il va se faire enlever, supposément, son autre moitié de points, parce qu'il y a une transplantation là, de la cornée. Oui. Et écoute, ça fait presque 1 an. Là, il a hâte de se faire enlever l'autre moitié de points de sa... Ça lui pose des sur l'œil. Parce que quand tu as encore 4-5 points, là, tu vois en brume. OK. Alors, il est incommodé, puis sérieusement... Fait que là, il est en beau fusil. Ça va pas vite. Il est beau fusil parce que oui. Et là, c'est rien, il appelle au centre de rendez-vous. Là, finalement, à force d'haranguer la responsable du centre des rendez-vous, il a fini par en avoir un pour le 21 décembre. Non. Et là, à un moment donné, impatiente, la responsable du centre des rendez-vous, sais-tu qu'est-ce qu'elle lui a dit? Non. Elle dit, monsieur, elle dit, de toute façon, elle dit, plus longtemps vous gardez vos points, mieux c'est. Vos points dans l'œil, mieux c'est. Quel est le rapport? Il est inconfortable. On ne reconnaît pas qu'il est inconfortable. C'est une réceptionniste. Le type, il a une cataracte d'un œil qui n'est pas opéré. L'autre, il voit tout embrumé. Il ne peut pas conduire, il ne peut plus lire, il ne peut pas jouer à l'ordi, il ne peut plus bricoler. Ça joue à son Ça fait presque 1 an de ça, sinon 1 an. Et là, il se fait dire par une réceptionniste, monsieur, de quoi vous plaignez? Plus longtemps vous gardez vos points, mieux c'est. Là, il me dit ça, le gars. Hey, je dis, écoute, c'est pas mon domaine. Je ne sais pas si elle a raison ou tort. Dans le sens critique, le gars qui reçoit cette information-là, il peut la prendre telle qu'elle, mais il peut dire, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu une crosse qui se faisait passer par une réceptionniste ou c'est vrai? Pour le faire passer. Hey, ça vient pas du médecin. Ouais, ça vient pas du médecin, là. Puis le gars, c'est pas un 2 de pique. C'est un ancien représentant, puis écoute, il a vu neiger, là. Il était pas de bonne humeur. Il avait hâte, et il en sacrait un coup, qu'il y ait d'autres types de services à faire à la population, là. Ah, tu comprends? Là, le privé, le gars, là, il y a le public, là, il commence à en avoir plein le derrière. L'ophtalmologue est excellent. Attends, il peut pas le voir. Il n'y a pas le temps. Non! Il y a trop de listes d'attente. Le gars est débordé. Non, c'est ça. Non, c'est un fichu problème, puis je comprends que c'est en premier et de loin sur la liste des oui, parce que c'est plus comique. Puis c'est pas un bonhomme de 80 ans, là. Et Pierre, on va revenir dans la sphère de la psychiatrie, parce que là aussi, il y a des attentes. Santé. Et santé mentale. Oui. Et maladie mentale soignée. Bon. Pierre, il y a régulièrement des gens qui appellent ici. Oui. Et qui disent, bon, on m'a diagnostiqué borderline, trouble de la personnalité limite. Hier, dans le Journal de Montréal, très bel article. Oui. On n'en parle jamais de ça. Trouble de la personnalité limite, qu'est-ce que c'est, Pierre? Comment ça se manifeste? Parce qu'on parle de différents comportements, là, ici, dans l'article en question. Ça commence chez un jeune enfant. Est-ce que ça frise la psychose un jour? On dit que si ce n'est pas traité adéquatement, il y a des conséquences qui sont lourdes. Parce que la notion de suicide, là, c'est collé à ça. Oui. Les gens pensent à mourir tout le temps, régulièrement, depuis l'adolescence. Et il y a des chiffres à la fin de l'article où on dit que 10 personnes... Les personnes atteintes font en moyenne 4 tentatives de suicide. 10% d'entre elles meurent par suicide. Il y a des conséquences, mais c'est pas de la schizophrénie, c'est pas de la maniaco-dépression. Est-ce que vous classez ça, Pierre, dans la maladie mentale? C'est un Comment trouble, on vit avec ça? C'est pas une maladie, c'est un trouble mental. Oui. Et quelqu'un naît avec ça. Alors, devient pas personnalité limite ou borderline qui veut. Tu nais avec ça. Donc, dans l'article, quand la mère parle de sa petite fille de 5 ans qui fait des crises, qui mord, qui se roule par terre, tout le monde lui dit, ta fille est trop gantée, tu l'élèves mal. Elle dit, je me sentais mal. Oui. La petite fille, tu lui dis un mot, elle explose. Elle a des mauvaises relations avec les amis à l'école. Il y a plein d'indices, là. Des thérapies. À partir de l'adolescence, comme ils ont souvent, ces jeunes-là, des pensées suicidaires, ils se retrouvent en thérapie. Puis là, c'est un cercle de thérapie qui n'en finit plus. Puis ils sont pas mieux. Puis ils se retrouvent aux urgences psychiatriques parce que ça peut s'aggraver. C'est vrai, Pierre? Ça s'aggrave. Ils finissent par se rendre compte que les espèces d'idées suicidaires les poursuivent toujours, qu'il n'y a rien à faire. S'ils sont maltraités, qu'est-ce que c'est qu'ils racontent? C'est encore pire. Mal soignés, ces gens bousillent leur vie. C'est-à-dire mal soignés, ces gens... Non soignés, ces gens bousillent leur vie, et mal soignés, la bousillent aussi. Pareil, c'est ça. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est, Pierre? Voyez-vous ça, des cas comme ça? Ben oui. Puis c'est pas... Ça, c'est le cauchemar. C'est encore pire que la schizophrénie pour beaucoup de psychiatres au Québec. Et chapeau, en passant, à Christiane Berterli,
Oui, vous la connaissez, Pierre? Je l'aime beaucoup. C'est elle qui a mis la clinique, hein? La clinique d'Albert Prévost sur place. Oui, c'est elle, parce qu'elle aime les cas difficiles. Ouais. Elle aime traiter les gros cas de schizophrénie. C'est une consoeur pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense pas que vous la connaissiez. Mayou, faut toujours se méfier de lui. Il connaît du monde, c'est pas tout le monde qui l'a eu. Et j'avais approché Christiane pour qu'elle me remplace à notre tribune, chère Janine. Tiens donc. Parce qu'elle serait excellente pour me remplacer. Oui. C'est lancé à l'univers, Pierre. C'est lancé, là. Elle serait excellente, Madame Bertelli, la psychiatre, Christiane Bertelli, pour me remplacer. Elle est articulée, c'est une Européenne d'origine, mais qui est fine comme une soie, belle sensibilité, vive, très vive d'esprit, capable d'un bel empathie, sans maternage excessif. Et depuis 1994, Pierre, elle s'intéresse à ces cas-là qui sont limites. On ne sait pas où les classer. Puis c'est vrai que ça la rebute pas du tout, puis elle persiste. C'est ça, exactement. Elle dit sont même intéressants. Quand ils sont pas en crise, quand ils sont pas mal, ces patients-là sont particulièrement intéressants. Ben oui, mais voyez-vous, ça, c'est toute la différence entre un psychiatre qui aime sa job et un psychiatre qui aime pas sa job. Elle est psychiatre, donc, parce que c'est pas clair dans l'article, là. Oui, elle est psychiatre. C'est une consoeur psychiatre. Oui, c'est une psychiatre, Christiane Bertelli. Puis elle arrive à des... psychiatre comme moi. Elle arrive à quelque chose. Vous, c'est la schizophrénie, puis elle, ça a l'air d'être son dada. Oui, mais j'en vois aussi, mais moins un peu. Donc, moi, je me concentre plus dans les gros cas de schizophrénie. Mais pour revenir aux troubles de personnalité limite, c'est quelqu'un qui, malheureusement, est né avec une personnalité pleine de trous. Bon. Et c'est pas chimique, c'est pas dans le cerveau. Non. C'est au niveau de l'hérédité, là. Et souvent, quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, il y en a dans la famille. C'est pas le fruit du hasard. C'est une combinaison génétique malheureuse. Et c'est important d'aider ces personnes-là à comprendre comment ça se fait qu'ils sont tout le temps à la mauvaise place au bon moment. Tu comprends? Oui. Ils se foutent dans des situations, puis au travail, ils ne gardent pas leurs emplois, ou bien ils se tannent, ils créent des conflits en milieu de travail. Il y a ici un propos, l'article est très bien fait. Chapeau Isabelle Maher, maudite belle présentation du trouble de personnalité limite, belle vulgarisation, chapeau à Christiane Bertelli qui a été interviewée sur ce sujet-là. Il y a parfois des beaux élans de vulgariser, de rendre accessible la connaissance médicale. Je sais que ça fait suer certains de mes confrères, mais confrères, nous n'avons pas le choix. La connaissance ne doit pas demeurer dans les mains de quelques lettrés. Non, parce que, Pierre, tous ceux qui lisent ça et qui souffrent, qui disent « Qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas, j'ai un mal de vie », qui lisent un article de maître, ça leur allume des lumières, hein? Oui. Et ça répond à des questions très pertinentes. Oui. Alors, il y a un beau résumé. Écoute, dans les 9 caractéristiques d'une personnalité limite, je dois te dire que c'est assez ordinaire. OK? Et ça ne sera pas tellement aidant. Cependant, la description suivante, et je cite le journal, instable, méfiante, impulsive, poussait ses proches à bout, collectionnait les grossesses interrompues, abusait de drogue, incapable de maintenir des emplois et des relations affectives. Ouais. Tu comprends? Oui. C'est un trouble de personnalité qui fait que tu as toujours de la misère à être adapté à ce qui se passe. Tu es en retard, t'es pas correct. T'es toujours un peu sur une patte. Puis elle parle du rejet dans l'article. Avec des comportements comme ça, il y a des gens qui vont rejeter, même si c'est pas la famille qui rejette cette personne-là, après 25-30 ans. Là... Alors, la personnalité... limite, ce n'est pas qu'elle craint l'abandon et le rejet, c'est qu'elle est facilement rejetée et abandonnée. Oui. Alors, on parle de ça aujourd'hui, les troubles de la personnalité limite. Qu'est-ce que c'est? Comment on diagnostique ça? Quels sont les traitements? Parce que ça, il faut allumer des lumières. Est-ce que vous croyez en souffrir? Puis quels sont les impacts que vous observez sur vous, sur votre impact, sur votre vie et sur celle de vos proches plutôt? 790-0224. Alors, on parle aujourd'hui du trouble de la personnalité limite. Pierre, vous nous dites que c'est génétique, que c'est des trous dans la personnalité. Mais est-ce que ça peut être dû aussi, en plus, à une mauvaise grossesse, à une mauvaise naissance? Non. Rien à voir. Vraiment génétique, c'est prouvé tout ça. Ah non, c'est pas un syndrome cérébral organique, là. Non. Et au niveau du traitement, on nous dit une chose dans l'article que, semble-t-il, ce serait 2 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Oui. Ça, c'est pas évident.
ça se manifeste différemment chez un homme. Mais je suis pas convaincu, là. En tout cas, on peut être un petit peu sceptique par rapport à... Parce que vous en avez observé qui souffraient vraiment de troubles de la personnalité limite chez les hommes. Des hommes avec des personnalités pleines de trous, il y en a en masse aussi. On n'a pas de misère à en trouver. Est-ce que ça se traduirait de la même façon que ce qui est décrit dans l'article? Oui, au niveau des grands paramètres, pas au niveau des grossesses là, à tout bout de champ. Même si tu leur donnes des anovulants, ils réussissent toujours à se faire engrosser, là. À répétition, l'abus de drogue, beaucoup d'impulsivité, incapacité. Vois-tu? L'impulsivité. Ce qui est important, là, il y a un mot qui n'a pas été utilisé, et ça vient de mes charmantes fréquentations avec la confrérie là, scientifique. La fonctionnalité. Oui. C'est important, ce mot-là. Ils ne le sont pas. C'est important, ce mot-là. Fonctionnalité. Ils ne le sont. La fonctionnalité, ça veut dire la capacité qu'a quelqu'un d'être fonctionnel. Oui. OK? Oui. Alors, leur capacité d'être fonctionnelle est très basse, ceux qui ont des troubles de personnalité importants. Face à des stress lourds. OK, en milieu de travail, est-ce qu'ils sont capables? Non, face à tout. Ils s'adaptent pas à grand-chose. Ils ont de la misère avec l'intimité, ils ont de la misère avec les amis, ils réussissent à chicaner lors des loisirs, réussissent à laisser tomber la job qui leur convenait après 2 semaines. Sans raison. Il n'y a pas vraiment de raison. Alors, quelqu'un qui a un trouble de personnalité a nécessairement une fonctionnalité très faible. Bon, ils fonctionnent pas. Ils ont beaucoup de difficultés à fonctionner. Et si quelqu'un est très fonctionnel puis il se sent pas bien, oubliez la personnalité limite. Tu comprends? Ou quelqu'un qui est très fonctionnel depuis 10 ans, puis à un moment donné, il se met à dysfonctionner, puis là, il se fait coller un diagnostic de syndrome borderline, de personnalité limite. Hey, allô? Ça n'a pas d'allure. Non. Okay. Parce qu'il est né avec ça. Celui ou celle qui souffre de ça, les troubles de personnalité limite, tout petit, ça pourrait se voir. Oui. Commencer, en tout cas. Et ça se traite comment? Ben, un petit peu d'antipsychotique. Je sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi ça marche. Ben oui, un peu à faible dose. Mm-hmm. Un petit peu d'antipsychotique, entre autres le Seroquel, que j'aime bien dans ces cas-là. Un petit peu de Seroquel, ça les calme, ils sont un peu moins impulsifs, ils pognent les gadelles un peu moins facilement. Ils arrivent à un niveau de fonctionnalité puis qui est plus élevé. Oui, ben avec le Seroquel. Et comme dit, probablement que ça vient de Christiane Bertelli, comme c'est écrit ici, souvent par le simple fait de savoir comment le gérer adéquatement. Juste le fait d'être supporté. Autrement dit, c'est un peu comme un grand enfant. Il a besoin que maman le rassure, tu sais. Ben, c'est pas si pire, fais attention, t'embarque-toi pas trop. As-tu bien pensé à ton affaire? C'est juste des petites choses comme ça. Hey Pierre, on a de quoi là, faire toute une émission. Oui. Oui. Alors on parle à Denise. Bonjour Denise. Oui, bonjour. Bonjour Denise. Bonjour à vous deux. Je vous félicite. Je vous aime beaucoup tous les deux. Merci. Merci. Moi, j'ai reçu un diagnostic de personnalité limite. Ça fait à peu près, ça fait pas tellement d'années encore, mais puis ma fille aussi. Bon, on n'a pas eu le diagnostic en même temps, là, mais ma fille est diagnostiquée personnalité limite aussi. Oui. Mais moi, c'est pas tout à fait exactement les manifestations que vous dites. Moi, je traduirais plutôt mon état comme un état extrême, là. Extrême dans les relations amoureuses. Ensuite, extrême dans tout, c'est noir ou c'est blanc. Qu'est-ce que vous voulez dire par état extrême? Je comprends pas. Donnez-nous des exemples. Ben, aussi loin que je remonte, là, d'abord, si je remonte à l'enfance, là, j'ai jamais eu l'impression d'être à ma place, mettons, à travers les gens, là. Oui. Je peux dire que je fonctionnais bien, mais je pouvais avoir du plaisir, puis à un moment donné, on aurait dit que j'avais l'impression d'assister à quelque chose plutôt que d'en faire partie, là. Ouais. Comme si moi, j'avais pas ma place. J'ai beaucoup de difficultés à éprouver du plaisir quand c'est des choses pour moi, là. Puis quand je dis extrême, là, c'est que dans les relations amoureuses, là, j'accepte tout de peur de perdre la personne. Puis c'est un attachement immédiat. Je peux rencontrer quelqu'un, puis passer 2-3 heures avec lui, puis après, j'ai l'impression, là, tout de suite, que je pourrais plus jamais me passer de cette personne-là. Comme un mauvais jugement de la situation? Particulièrement quand c'est dans les émotions, là, avec des personnes proches, là. Oui. Au travail, c'est mieux. Mais dans les relations amoureuses ou
Avec les enfants, là, c'est... Vous avez quel âge, Denise? 37. Vous avez 37 ans. Et votre niveau de fonctionnement actuellement, qu'est-ce que ça dit? Ben là, actuellement, ça dit pas grand-chose parce que là, je suis en thérapie. Aujourd'hui, je suis pas parce que je suis malade, mais je suis en thérapie dans un hôpital psychiatrique, là. Oui. Une thérapie à un hôpital de jour qui appelle. Oui. Puis là, on a diagnostiqué une dépression majeure. Puis encore le trouble de personnalité limite. Ouais, ben votre trouble de personnalité limite, dans votre cas, je le prendrai avec un grain de sel. C'est pas évident, pas du tout. OK. Pas du tout. Parce que, Pierre, c'est ça que vous avez fait remarquer tantôt. Si ça commence tôt dans la vie... Avez-vous déjà eu des symptômes psychotiques francs, comme entendre des voix qui vous parlent? Non, pas entendre des voix. Seulement, je vais faire des dépenses, là, beaucoup d'impulsivité, comme vous avez parlé tantôt. Ouais. Dans les dépenses, dans les relations. Je fais de l'automutilation pour faire baisser l'angoisse. J'ai beaucoup de troubles obsessionnels compulsifs. Oh, là, ça devient intéressant. Expliquez aux auditeurs ce que c'est que de l'automutilation. Ben, de l'automutilation, moi, c'est quand le niveau de stress devient trop élevé. Oui. Soit à cause d'une situation, puis des fois, c'est sans que je sois capable de savoir exactement pourquoi, là. Pour faire baisser cette anxiété-là, ça devient comme une pulsion, on dirait. Faut que je me blesse moi-même pour Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, je peux prendre n'importe quoi. Ce que j'ai sur la main, un couteau, un X-Acto, une lime à ongles, puis je vais me couper partout sur les bras, sur le ventre, jusqu'au temps que ça saigne, là. Mm-hmm. Puis quand le sang coule, là, on dirait qu'en même temps, l'angoisse diminue, là. Oui, lorsque vous vous coupez, oui. Est-ce que ça fait mal? Non. Ça fait mal après. Mais ça ne fait pas mal pendant que vous coupez, n'est-ce pas? Non, ben c'est entendu que je sens quelque chose. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Depuis quelques années, là, je prends du Zoloft. Après ça, du Rivotril, puis du Trileptal. Pardon? Du Trileptal. Je pense que c'est un peu comme le Seroquel. C'est un nouveau médicament. Puis, non, c'est pas comme le Seroquel, j'en suis raisonnablement certain. Trileptal, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un stabilisateur d'humeur. Ah, ouais, c'est du Lamictal. C'est quoi, un ça, antiépileptique. Ah oui, c'est ça. C'est justement ça. C'est du Trileptal, c'est ça le nom. Mais... Est-ce que... Mais là, Zoloft, Rivotril, Trileptal, vous prenez ça depuis quand? Ah, ça fait certainement 2-3 ans, certains 2 ans. Est-ce que vous avez eu des épisodes mutilatoires, automutilatoires depuis 2-3 ans? Oui. Est-ce que ça me permettrait de soupçonner que votre médication n'est pas tellement efficace? C'est possible, là. Est-ce que ça me permettrait, ce que vous nous dites, de douter de l'efficacité de votre médication? Ça se peut, oui. Là, je sais que depuis que je suis hospitalisée, là, ils ont essayé de me donner du Seroquel, mais c'est pas la première fois que je suis hospitalisée. Ils m'en avaient déjà donné, puis j'avais beaucoup, beaucoup de misère à tolérer ça. À quelle dose? Là, ils m'avaient donné 50 mg la première fois. Oui. C'était 2 comprimés, mais là, moi, je vais commencer par 25 parce que je savais que j'avais déjà... Je me rappelais qu'ils n'avaient pas été capables de m'en donner. Pourquoi? Effectivement, pas longtemps après que je l'ai pris, là, je viens comme si j'étais bien chaude, là. Oui, mais c'est trop fort. Alors, dans des cas, on peut prendre un comprimé de 25 et le couper en 2. Vous leur direz ça la prochaine fois. 25 coupé en 2? Oui, OK. Là, ils me l'ont enlevé complètement, alors. Je l'ai pris juste un soir. J'ai décrit ce que ça avait fait, là, puis ils me l'ont enlevé. Ah, vous savez... Parce que Pierre Zoloft, ce que vous nous avez dit, là, depuis des années, ça, c'est utilisé dans des cas de dépression. Et c'est pas ça. Elle est en dépression actuellement. On lui dit qu'elle est en grave dépression, puis on lui donne ça, puis ça marche pas. En tout cas, madame, permettez-moi de vous dire qu'avec les symptômes que vous rapportez, je n'opterai pas du tout pour le même traitement. OK. Puis, c'est pas de faire un diagnostic sur les ongles, là. La personne nous arrive avec son diagnostic, elle nous arrive avec son traitement, et si j'arrivais au même diagnostic, je peux vous assurer que vous n'auriez pas le même traitement. Puis ma fille, elle a complètement un traitement différent. Oui. Pourtant, c'est le même médecin, là. Elle est trouble limite, elle aussi, c'est ce qu'on lui a dit? Oui, trouble limite, trouble anxieux généralisé. Et elle est traitée comment? Elle a du lithium avec, je pense, du Effexor. Mais elle a passé tout ce qu'il y avait d'antidépresseurs,
de tout. En tout cas, ils ont tout essayé quasiment jusqu'au maximum des doses depuis qu'elle a 14 ans. Qu'elle prend des antidépresseurs. À ce moment-là, on est en droit de soupçonner à nouveau que tous les traitements qui ont été utilisés sont inefficaces. Ben, ça ressemble à ça. C'est intéressant. Allez, bye Denise. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Et bonne chance. Encore une fois, c'est du Pierre à son meilleur, ça, remarquez, là. C'est assez étonnant, tout ça. La personne se retrouve en grosse dépression, puis elle prend du Zoloft, puis 150 affaires comme ça, en tout cas. OK, alors on parle aujourd'hui du trouble. C'est important, un mot. Oui. C'est important comme médecin de demander au patient, pendant qu'il se mutile, est-ce qu'il sent la douleur? C'est important. Et s'il la sent? C'est différent. C'est quoi? S'il ne la sent pas? S'il ne la sent pas, là, ça veut dire qu'il y a un survoltage important du cerveau. Oui. Et dans ces cas-là, j'ai tendance à me diriger beaucoup plus vers les antipsychotiques qui amènent une accalmie cérébrale et permet de ressentir la douleur. Le Doc Mayou, une présentation de Plaza Laval. En achetant les cadeaux de vos proches chez nos... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, ceux qui écoutent depuis le début de l'émission, Pierre, je pense qu'ils ont des informations massives. Oui. Pour des raisons que j'ignore, lorsque quelqu'un souffre d'une psychose, comme la schizophrénie, ça va prendre des doses importantes d'antipsychotiques pour juguler les symptômes, et ces personnes-là, d'emblée, ressentent très peu la médication jusqu'à des doses souvent assez élevées. Parce que ça leur convient. On pourrait dire ça. Oui. Et par contre, dans le cas de troubles de personnalité ou de personnalité limite, des doses minuscules vont complètement affaisser la personne, l'écraser. Donc, il faut que vous y alliez à ce moment-là dans des petites doses. Oui, souvent, moi, je commence par un comprimé de 25 et la personne va, je me lève le lendemain, je suis tout écrasé, puis c'est trop fort. Coupez-le en deux. Alors, tu dis 12,5 le matin, admettons, puis 12,5 une par jour. Non, juste le soir, oui. Et ça permet à ces gens-là, Pierre, de fonctionner ça peut amener une certaine accalmie de l'impulsivité et de ces espèces de crises-là où ils deviennent complètement anesthésiés dans tout leur corps. Pour l'histoire de la raison pour laquelle quelqu'un, principalement des femmes, peuvent s'automutiler, c'est qu'elles ne ressentent pas la douleur. Elles sont tellement survoltées cérébralement que la douleur disparaît. C'est un peu comme le joueur de football dans l'excitation de son match, qui se fait une fracture d'un doigt, puis c'est seulement, ou même d'une cheville, et c'est seulement après la partie là qu'il va ressentir la douleur. Et peut-être que c'est impressionnant, Pierre, que quelqu'un fait de l'automutilation, les proches s'en aperçoivent, après ils disent, il est fou, complètement fou, et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, c'est ça. Là, vous nous dites, c'est une activité exagérée du cerveau. À ne pas confondre avec l'automutilation de quelqu'un qui délire puis qui entend des voix qui lui disent de s'arracher un œil ou de se couper un doigt ou des histoires comme ça. OK. Alors, ils ne sont pas psychotiques. C'est le trouble de la personnalité limite, c'est autre chose. Est-ce que vous retrouvez aussi de la rigidité mentale? Vous essayez de passer des idées, ça passe pas. Pour le bien de la personne, admettons. L'apparence qui est négligée, est-ce que ça peut faire partie aussi du profil? Temporairement, mais pas nécessairement. Temporairement, ça peut, mais pas nécessairement. On parle à Adrien tout de suite. Bonjour, Adrien. Bon, on n'a pas la communication. Attendez un petit peu. On va à Annie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour. Moi, j'ai été diagnostiquée borderline très jeune. J'avais 21 ans. Maintenant, j'en ai 28. Oui. Et j'ai cru, je crois, présentement, m'avoir beaucoup amélioré. J'ai commencé, moi aussi, j'ai fait des petites automutilations, mais je sentais la douleur. Et quand j'étais choquée après moi, quand tout allait mal, surtout quand j'étais choquée après moi, quand je m'en voulais. J'ai cessé de faire ça fait environ 5 ans. J'en fais plus du tout. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec ma famille, mes relations interpersonnelles, mes travails. C'est épouvantable le nombre de travail que j'ai pu faire. J'ai de l'expérience dans beaucoup de choses. Mais ça me permet pas d'être mieux encore aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais bien pouvoir y arriver, là, mais j'ai toujours encore le même problème de sentiment de pas pouvoir appartenir à un groupe, là, de me sentir toujours rejetée. Oui, et qu'est-ce que vous avez comme principal côté désagréable avec les autres? Moi,
moi... Comment concrètement, comment vous réussissez à faire votre détestable? En disant ce que je pense. Souvent, c'est le problème de mes relations avec les autres. Oui, et en le disant de quelle façon? C'est très impulsif. Très impulsive. Ça sort raide. Ben, ça sort, oui. Ça oui, sort avec raide ou aucune trop. diplomatie, je pourrais même dire. Mais là, je me suis beaucoup améliorée parce que j'en suis consciente et que je me rends compte avec mon introspection. J'en suis consciente. Tu sais ce que Christiane, probablement, Bertelli a passé, le message qu'elle a passé à Isabelle Maher dans le Journal de Montréal. C'est probablement ce message-là qu'elle a passé, aider la personne à être conscient de différents aspects de leur personnalité. Mais j'avoue que moi, depuis que j'en suis consciente, j'ai une meilleure vie, puis ça va beaucoup mieux, puis j'ai beaucoup plus de bonheur dans ma vie, des moments... Alors, vous convenez avec moi que si la patiente précédente avait eu la chance de faire ce type de progression-là, peut-être qu'elle ne serait pas au Zoloft, Rivotril, Trileptal, puis ce genre de gugus-là. Je dis bien peut-être, là. Oui, évidemment, je peux pas savoir à quel niveau elle est capable de capter les informations puis d'en faire un outil puis de l'appliquer. Et quel genre de situation maintenant vous évitez? Parce qu'effectivement, faut pas se cacher que les personnes qui ont un trouble de personnalité important doivent éviter des situations. Oui, j'avoue que je vais essayer d'apprécier d'avoir un travail que j'aime parce que souvent quand je l'aimais pas, mais ça me convenait pareil, je le quittais rapidement. Oui. Pourquoi? Parce que vous créez des problèmes avec les autres? Non. La tolérance aux frustrations est très basse chez les personnes qui ont des troubles de personnalité. Parfait. Ils tolèrent 2 semaines, puis après 2 semaines, ils vont garrocher un livre d'après le mur, des histoires comme ça. Ou je n'entrais pas travailler tout simplement parce que je voulais éviter cette situation-là. C'est ça. Au lieu de garrocher quelque chose, elle rentre pas. Fait que là, elle se fait congédier. Je suis fatiguée, je suis malade, n'importe quelle raison. Tout ça pour ne pas avoir à tolérer de frustration. Mais c'est parce que le seuil de tolérance aux frustrations est bas. Suite, non pas parce qu'elle a été mal aimée ou mal éduquée, mais parce qu'elle a un trouble de personnalité. Elle n'a pas assez de force de caractère pour endurer ce qui est difficile à endurer. Alors, autre moyen. Travail que vous aimez. Autre moyen que vous avez mis de l'avant. Bien, au niveau de ma famille, j'ai coupé certains contacts pour me sentir plus à l'aise avec moi-même. Oui, les crosseurs à éviter. C'est effrayant, ça, je suis pas capable de les sentir. Non, mais encore moins. C'est sûr qu'ils sont difficilement sentables, mais les crosseurs, les têteux... Mais je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait de l'injustice, dans mon cas, où est-ce que je voyais que ça avait aucun bon sens, aucune moralité, ça me choquait terriblement. J'avais aucune tolérance à ça. Oui. Donc, j'essaie d'éviter, mais c'est horrible dans notre société. On contourne. Mais il faut savoir contourner. Autrement, ça vous enrageait, c'était de la rage. C'est ça, c'est pas tolérable. Je dois comme calculer. Tu sais, quand on dit de compter tout le temps lorsqu'on veut parler puis que ça nous choque, moi, je le compte plus maintenant. J'ai essayé au départ, mais maintenant, je sais que quand il faut compter, c'est plus compter, c'est plutôt réfléchir à la situation. Oui, réfléchir et l'éviter aux besoins. Il y a pas de... aux besoins, mais des fois, on peut pas toujours les éviter. Oui. Donc, moi, j'ai pas le choix. Je me combat, c'est comme un combat. Tu dois toujours affronter la situation, puis du mieux que tu peux, mais c'est pas toujours évident. Puis c'est là où est-ce que j'échoue. Moi, c'est ce moment-là où j'échoue. J'essaie terriblement d'être calme, de pouvoir avoir une bonne façon de m'expliquer, une bonne façon aussi d'anticiper les choses qu'on me dit, parce que des fois, c'est horrible. Justement, j'ai aucune tolérance. Vous avez des grosses réactions, vous choquez. Oui, ça peut devenir très choquant. Aujourd'hui, je claque encore les portes, puis je peux même donner un coup de poing sur la table ou encore cliquer un objet, mais je n'apprécie pas ça de moi et je le travaille énormément. Non, travaillez pas fort. Arrêtez ce travail-là. Essayez plutôt tout simplement apprivoiser ce que vous êtes. C'est beaucoup plus facile parce que dans votre cas, le fait de travailler sur votre caractère va nécessairement conduire à un échec et être une source de frustration supplémentaire. C'est pour ça que le maudit travail sur soi, il faut faire attention à ça. Alors, vous privilégiez la conscience, c'est ce qu'elle disait tantôt. Oui, juste en être consciente, puis apprivoiser, accepter, dire, je suis comme ça. C'est tout. Parce qu'au début, comme vous dites, j'avais beaucoup de frustration. Je m'étais rendu compte que je me choquais parce que, justement, je me sentais coupable de ce que je faisais, donc de ce que je voyais. J'étais consciente de ce que je faisais. Ça me culpabilisait, donc je devenais frustrée. C'est comme un cercle vicieux. Donc, pour couper ce cercle vicieux-là, je me suis comme donné une chance d'accepter ma situation. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez votre caractère.
Merci, Allez, Annie. continuez. Bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, vous n'êtes pas maniaco-dépressif, vous ne souffrez pas de schizophrénie, mais vous avez des problèmes, vous avez, comme vous l'avez décrit tantôt, Pierre, vous êtes instable, vous avez des problèmes dans les relations de travail. C'est ça, difficilement fonctionnel. Oui. C'est important de ramener le mot fonctionnalité. Alors, on appelle ça un trouble de personnalité limite, et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Pierre, j'espère qu'il y en a qui prennent des notes. C'est particulièrement intéressant. Parce qu'on ne parle jamais de ça. Et quel est le pourcentage? On dit qu'il y a quoi? 3%? 3% de la population qui souffrirait de ça? Ça, là encore, on n'a pas des chiffres qui sont précis. Ouais, mais en tout cas, la schizophrénie, c'est une personne sur 100. Trouble de personnalité limite qui atteint beaucoup la fonctionnalité des individus serait autour de 3%. Un peu plus chez les femmes que chez les hommes. Maintenant, ça peut être... Est-ce que c'est parce que les femmes consultent plus facilement, puis les hommes, ils se mettent à boire comme des trous, puis à se droguer, on les voit pas, ils consultent pas? Faut faire attention, là, au niveau de la prévalence, c'est-à-dire du pourcentage d'individus affectés dans la population, c'est pas évident pour ce trouble-là. Mais l'important, c'est de repérer, puis d'identifier. Je pense que peu importe les chiffres, dans le fond. D'être accueillant pour ce monde-là, d'être accueillant. Puis Christiane, elle a raison, ma consoeur Christiane Bertelli, elle a raison. C'est des personnes qui peuvent être aimables. C'est pas toutes. Ils ont des gros trous dans leur personnalité. Ils peuvent être facilement détestables, particulièrement si on les rebute ou repousse. Oui. Alors, on parle à Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour. Bonjour, Christelle. Ça va bien? On vous écoute. Oui. OK. Moi, j'ai été diagnostiquée trouble de personnalité limite il y a à peu près 2 ans. Oui. Et puis, on me donnait seulement du Celexa parce que il y avait quelqu'un dans ma famille qui en prenait, puis le médecin a dit « OK, oui, tu devrais essayer ça. » Parce que ça allait bien à la personne à qui il en donnait. Oui. Bon. Mais elle n'avait pas de trouble de personnalité, rien. Là. Elle, c'était pour son antidépresseur seulement. Puis, par après, ils m'ont donné des antipsychotiques. C'était du Risperdal. Puis là, ça faisait trop, comment dire, tu sais, on mangeait nos émotions, ça faisait trop engraisser. Fait qu'ils ont changé pour le Seroquel. Oui. Et puis moi, je trouvais que le Seroquel me servait à rien, donc j'ai arrêté d'en prendre. À quelle dose, le Seroquel? Je pense que c'était... le Risperdal, c'était 1 mg. Le Seroquel, c'était 6 petites capsules. Là. Je sais pas c'est combien de milligrammes. Non, c'est pas en capsule, c'est en comprimé, ça. Les comprimés, ils sont petits, là, comme un... 6 fois 25. Ouais. 6 fois 25, c'est pas mal. Non, c'est beaucoup, Pierre, par rapport à ce que vous disiez tantôt. Non, ça dépend des personnes. Oui. Ça dépend des personnes. Continuez. Et puis là, c'est ça, j'ai arrêté d'en prendre. Puis Celexa, il avait monté jusqu'à 60 mg, mais ils l'ont redescendu à 20. Parce que j'ai arrêté d'en prendre pendant 2 mois. Oui. Et puis moi, par rapport à vos patientes précédentes, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans par rapport à la difficulté au travail. Je suis quand même fonctionnelle beaucoup, mais je change souvent d'emploi depuis les 2 dernières années. C'est ça. Donc, une instabilité, est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça, Pierre, une instabilité dans le monde du travail? Puis pour les études, est-ce que c'était la même chose, Non, Christelle? les études, j'ai lâché par manque d'intérêt, je pense. Puis surtout, j'avais moins d'amis. Fait que surtout, quand que le système social il est comme attaqué, mais là, je vais me sentir comme pas à ma place, je vais m'en aller. C'est comme, mettons, c'est avec un patron, ça marche pas. Comme qu'elle disait, la madame, je vais faire semblant d'être malade, je rentrerai pas travailler le lendemain parce que cette situation-là, pour moi, est inacceptable. Et vous avez quel âge? 22 ans. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a essayé de vous supporter, de vous éclairer un petit peu? Je suis supportée par tous mes amis, par toute ma famille. Oui, mais sur le plan professionnel? Non. Non. Par ma famille, oui, mais pas. Alors, quand vous allez voir un docteur, il essaye de trouver la pilule magique. C'est ça, mais ils m'ont dit d'aller faire des thérapies. J'en ai fait vers l'âge de 13-14 ans. Oui. Ça allait bien après. Ça vous a fait du bien, donc? Oui. Puis, fait que là, j'ai arrêté. Je suis retournée en faire un peu. Puis là, ça fait à peu près 1 an et demi, là, je suis pas allée en voir. Dans quel genre de groupe? Quel genre de thérapie? Thérapie en privé, là, avec un psychologue. Ouais, avec un psychologue? Oui. Un psychologue ou une psychologue? Une psychologue. C'est une femme, oui. Oui. Et ça faisait du bien? Oui. Puis là, j'ai une psychiatre que je vois à peu près 1 fois par mois, puis elle me donne mes médicaments. Puis c'est ça, elle me dit, je serais fonctionnelle, mais d'aller faire la psychothérapie, puis ça devrait marcher.
Puis elle dit, va travailler, fais du sport, puis ça devrait enlever toutes les bébites. Mais ça marche-tu vraiment, ça? C'est ça que je me demande, là. Est-ce que c'est en faisant du sport que ça passe, cette maladie-là, ou il y a sûrement d'autres moyens, de travail sur soi, puis tout? Ben, le travail sur soi, c'est à éviter. OK, parce que... Le travail sur soi est à proscrire. Ah. C'est beaucoup plus le simplement justement. accepter son caractère. Accepter. Ben oui. Parce que là, sinon, c'est dur ça devient dur avec les amis, ça devient dur avec la famille. C'est ça. On va avoir tendance, comme vous dites, à pousser les gens tout le temps à bout. Mais comme, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme, au lieu de la mutilation physique, c'est la mutilation émotionnelle. Mm-hmm. Vous causez du tort. Pousser les gens pour se faire rejeter. Mm-hmm. Puis après ça, je suis rejet. Puis dans le fond, c'est toi qui l'as provoqué sans faire exprès. Là. Comme si vous cherchiez à être martyr. Pas ce point-là. Victime. On m'appelle souvent la victime. Oui. OK. Ben là, vous êtes en train de dire que le Québec a un trouble de personnalité limite. Bye, Christelle. Bye. Donc, elle a fait des thérapies. Ça l'a aidé. Là, elle a une petite médication. Puis elle continue. Mais la conscience fait de la différence. C'est ça, Pierre? Ouais. Groupe Chorus Québec. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Trouble de la personnalité limite, Pierre, c'est notre sujet aujourd'hui. Bon, il y a été mention tantôt d'automutilation. Ça, vous avez fait une grande parenthèse là-dessus. Le fait de se faire victime, pour ceux qui souffrent de troubles de personnalité limite, est-ce que ça remplace, dans certains cas, l'automutilation, comme le mentionnait Christelle? C'est intéressant, ce point-là. Est-ce qu'on a la communication? Ben oui. Oui, vous êtes là, Pierre. Vous êtes là. Bon, OK. Je t'entendais, puis je ne pouvais pas te parler. OK, c'est correct. J'étais inquiète. Non, J'étais inquiète 2 secondes. Oui. Alors, concernant l'automutilation remplacée par le fait de se faire victime dans toutes sortes de situations, au travail, à l'école, avec les amis, est-ce que ça se pourrait? C'est difficile parce qu'à partir du moment où tes traits de caractère sont mal adaptatifs, c'est-à-dire ne te portent pas à bien réagir, t'es souvent dans le trouble. Puis là, ils viennent frustrés, puis ils s'en prennent à eux-mêmes, surtout chez les femmes. Les hommes vont être beaucoup plus explosifs, les femmes plus implosives. Ou un mélange de petites explosions avec beaucoup d'implosions. Oui. C'est comme ça qu'il faut comprendre le phénomène automutilatoire. C'est une autoflagellation. Je n'arrive pas à être avec vous, à vous accompagner. Je me retourne vers moi, puis je me coupaille, puis je me fais toutes sortes d'affaires. Oui. Tu comprends? Oui. C'est pas évident, hein? Ouais. C'est pas évident comme problématique. C'est assez dramatique. Parce que, Pierre, tu dis trouble de personnalité limite. L'aspect de prendre conscience soulage. La personne se voit agir, puis dit, bon, OK, je me vois, là, c'est ça, c'est habituel. Je vais pas réagir. Il voit venir les réactions. Oui. Aller en thérapie, c'est à ce niveau-là que ça peut aider. C'est à la prise de conscience. C'est ça. Devenir conscient de ses traits de caractère, devenir conscient d'abord que ce sont des traits de caractère qui nous portent à mal réagir ou à pas bien réagir ou à ne pas réagir de façon adaptée ou adaptative. Le fait de devenir conscient de ça, l'accepter, on est fait comme ça. Oui. L'acceptation. C'est pas le travail sur soi pour se doter d'une autre personnalité, ça marchera pas. Non, mais tu peux pas changer ça, ça c'est clair. Mais les traits de caractère et moins souffrir de ce que tu es. Les traits de caractère viennent des gènes et les gènes, c'est là pour rester. C'est difficile à comprendre, ça, Pierre. Quand tu dis des traits de caractère, t'es fabriqué comme ça, c'est dans ton moule de naissance. C'est pas simple. Parce qu'on se fait tellement dire qu'à force justement de travail, de prise de conscience, on va changer des choses. On se le fait dire partout, dans les magazines. On va changer son niveau de conscience. On ne changera pas ses traits de caractère. Les traits de caractère, nos façons habituelles de réagir, ça commence, c'est présent à l'âge de 9 mois. Alors, il y a un ensemble de traits de tempérament, de caractère qui sont présents à l'âge de 9 mois et que vous allez transporter jusqu'à 21 ans et par la suite. Il y en a qui écoutent ça. D'où l'importance d'éviter des situations. Ce n'est pas de la lâcheté que d'éviter des situations où on va prendre les nerfs. Et on parle à Julie. Bonjour, Julie. Bonjour. Bonjour, Julie. Bon, écoutez, oui, l'acceptation, comme dit Mme Ross... c'est pas évident, hein? En écoutant tout ça, là,
Dire oui, j'accepte comme je suis, non, on a le goût de dire, c'est pas pour rien que, bon, moi, personnellement, oui, ça m'est arrivé souvent de penser au suicide parce que tu te dis, ben, c'est pas possible de vivre comme ça. Ouais. De pas être capable de former des relations stables, de pas pouvoir fonctionner, de pas travailler. Tu t'arraches les cheveux de la tête, tu te dis, ben là, qu'est-ce que ça vaut plus la peine de vivre comme ça? Alors, et c'est ça qui explique, puis vous l'expliquez très bien. Ce qui ressort dans le document, c'est que le suicide est une pensée pour certains qui est quasiment omniprésente. Pour plusieurs. Écoute, le taux de suicide chez les individus diagnostiqués personnalité limite, le taux de suicide est de 10 %. 1 sur 10 va se suicider. Ben, je suis pas surprise. Et plus que la moitié et plus, vont essayer de s'enlever la vie. C'est pas anodin, là. Ben, je comprends. On pense qu'on est en train de virer fou. Puis d'ailleurs, on se le fait dire par des gens autour de nous, des membres de notre famille, t'es folle ou je sais pas. Oui. Va te faire soigner. T'es folle, va te faire soigner. Ah, je l'entends. Oui, va te faire soigner, puis on n'a pas de soutien, là. Eux autres, ils t'envoient, va voir quelqu'un, m'achale-moi pas, puis... pas de soutien, alors tu te retrouves Par contre, Julie, il y a un point qui est mentionné, Julie et Janine, qui est mentionné dans l'article dans le Journal de Montréal de mardi, et il est dit ceci. Il faut des conjoints fiables, constants, soutenants. Résume Caroline Lafont, intervenante au pavillon Albert Prévost. Il fallait absolument la ramener, celle-là. Mais le hic qui est là, c'est que les gens... Ils peuvent pas nous supporter. Bon, un commentaire, Julie. Les gens peuvent pas vous supporter et ça dure des années. Est-ce que il y a des cas, là? Les gens abandonnent. Oui, ils sont découragés parce que la personne qui souffre de troubles de personnalité limite retombe toujours dans son schéma suicidaire. Il y a des bleus. C'est le seul point que je désapprouve dans tous ces deux articles-là. Écoutez, c'est une page et demie. Alors, sur la page et demie, il y a un seul petit point avec lequel je suis pas d'accord, c'est celui-là. Et Janine, tu as été témoin. Il y a des individus, par exemple, qui vont avoir des personnalités limites, qui essayent de se matcher, qui essayent de se trouver un partenaire. Oui. Et jamais je n'encourage des pirouettes de la part du partenaire parce que c'est de la peau. C'est dangereux. C'est un jeu dangereux, cette Et pourtant, Pierre, c'est pas de la maladie mentale. Vous l'avez bien dit. C'est un trouble. Oui, c'est pas une maladie. Mais ça peut être très difficile pour les proches qui disent on retombe toujours dans le même pattern. Maintenant, les ups, les downs. Quelqu'un pourrait dire oui, mais après 20 ans de mariage, on floche pas un conjoint comme ça. Je regrette, dans le cas des personnalités limites, c'est assez rare les mariages de 20 ans. Alors, ça ne se posera pas. Comprends-tu mon point? C'est de garder un chum pendant... écoute, c'est dur pour 6 mois. Ben oui, mais oui. Et jamais je ne fais ça dans ma pratique. Les autres feront ce qu'ils voudront. Je ne fais jamais ça dans ma pratique d'essayer de mettre le fardeau d'aide sur le dos d'un nouveau partenaire. Eh bien, par contre, sur les parents et les frères et sœurs, des fois, t'as pas le choix. Gentiment, Janine, avec délicatesse. Mais moi, malheureusement... En évitant les situations trop provocantes. Alors, j'ai pas de frère ni de sœur. OK. Et puis, j'ai une mère qui est maniaco-dépressive. Vous êtes servi, quoi? Oui, très. C'est vraiment la situation idéale. Ben là, ça dépend. Écoutez, non, je regrette, je suis pas d'accord. On dit ça de façon sarcastique. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de psychose maniaco-dépressive et qui pètent le feu, qui sont pétants de santé. Ben, ma mère, je vais vous dire, elle a plus d'énergie que moi. Elle a plus, elle se fait des amis plus facilement. Elle a des gens autour d'elle. Est-ce que sa maladie maniaco-dépressive est bien contrôlée? Ben, si elle prend sa médication, oui. Sinon, comme il y a des périodes où elle cesse de prendre sa médication, comme dernièrement, puis là, moi aussi, ça me fait péter les plombs, là, parce que ça me retombe sur le dos, Comment devient-elle lorsqu'elle arrête de prendre ses médicaments? Ça va dépendre. Elle va avoir une phase de manie, là. C'est-à-dire? Des idées là, de grandeur, de vouloir faire des choses qui sont pas là raisonnables. Réalistes. Soit dépenser beaucoup d'argent ou faire un party à vie dans un petit studio. Puis, Janine, dis-moi pas, Julie. Oui. Je pense que c'est une des rares fois que quelqu'un appelle et nous décrit un vrai tableau de psychose maniaco-dépressive avec un état maniaque. Moi, j'ai vu ma mère hospitalisée. Hey, Janine, c'est pas arrivé souvent à notre tribune. C'est vrai.
Oh, laissez-moi vous dire, je pourrais vous en compter là, des histoires. Oui, mais ça ressemble, écoutez, vous semblez savoir ce qu'est un épisode maniaque. Oh oui, tout à fait. C'est pas arrivé souvent à notre tribune, en tout cas. C'est étourdissant, puis là, elle t'appelle, puis elle veut tout faire, je veux changer mon tapis, puis là, en plus de ça, je veux faire un party en fin de semaine, il faut changer mon tapis avant de faire mon party, puis... j'en avais une fois qui avait envoyé des bouquets de fleurs à Pierre-Éliott Trudeau et à Robert Bourassa. Elle avait envoyé des fleurs, elle avait acheté 2 orgues. Puis elle connaissait pas ces gens-là. Non, c'est ça. Elle a envoyé des gros bouquets de fleurs à Pet, monsieur, puis à Boubou. En tout cas, ça avait pas... Il avait fallu tout arrêter ça, canceller les affaires. Ce sont de l'ouvrage à suivre. Hein? Au minimum, c'est un certain éloignement de la réalité. Vous me réconciliez avec le diagnostic parce qu'il y a tellement de diagnostics de maniaco-dépression éculés au Québec, ça n'est gênant. Alors, pour une fois, oui, au moins vous nous parlez de ce qui est compatible avec un vrai tableau d'épisode maniaque. Oh, ma mère, là... Puis lorsqu'elle arrête, elle est traitée au lithium? Ils ont cessé le lithium il y a plusieurs années parce qu'il paraît qu'il y a une toxicité à un moment donné quand ça fait 20 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle était bien? De l'épival. Est-ce qu'elle était bien au lithium? Pierre, là, ce qu'elle vient de dire, ça va pas vous faire plaisir, là. Oh, je sais bien, j'ai compris, Janine. Non, mais c'est parce que ce qu'elle était bien, c'est que ma mère, souvent, dans sa vie, d'elle-même cessait de prendre ses médications. Elle se retrouvait hospitalisée. Mais est-ce que le lithium était pour elle un bon traitement efficace? Je pourrais pas vous dire sincèrement. Okay. La raison pour laquelle je peux pas vous dire, c'est que ma mère, c'est une personne qui a été alcoolique aussi. Alors, donc, elle rendait son traitement plus difficile. Mais je dois vous avouer publiquement que je ne traiterai jamais un vrai cas de psychose maniaco-dépressive avec de l'épival. Il y a d'autres traitements autrement plus efficaces que ça, je peux vous l'assurer. Okay. Et là, les sbires du Collège des médecins, vous pouvez vous plaindre, là. Je sais de ce dont je parle. Quel traitement est-ce que vous proposez? Prendre des antipsychotiques, là? C'est ça, exactement. Alors, les nouveaux antipsychotiques de dernière génération se sont révélés nettement plus efficaces. Ça ne peut pas les prendre parce que ça la fait engraisser. Fait que là, elle n'est pas obligée de prendre du Zyprexa, Julie. Je sais que le Zyprexa fait engraisser les femmes, quelque chose de cochon. Oui. Quel autre les autres, Pierre? Mais les médecins devraient être le Risperdal et le Seroquel sont aussi bons pour contrôler un épisode de manie. Mais les médecins devraient être plus sensibles à ça, parce que changer 4,25 sous pour une pièce, là, de dire, ça va calmer votre psychose, mais vous allez engraisser, puis quelle femme veut engraisser? Non. Le Zyprexa, chez certaines femmes, le Zyprexa n'est pas toléré parce que augmentant beaucoup trop l'appétit. C'est ça, exactement. Et là, tu perds la détermination du patient à soigner. Le patient abandonne. Et pour vous montrer comment les médicaments peuvent être régulés par toutes sortes de facteurs, très rarement dans ma pratique, le Zyprexa fait prendre du poids à un homme. C'est vraiment un effet de genre. Quel autre antipsychotique est-ce que vous suggérez qui pourrait être aussi efficace? Risperdal et Seroquel, dans les épisodes de manie, sont reconnus comme étant des produits extrêmement efficaces. OK. Et l'histoire de la toxicité du lithium, là... C'est pas vrai. À remettre en question, lorsqu'il est bien suivi, bien dosé, il peut être très bien toléré à très long terme, madame. Bon. Okay. Et pour revenir à Julie, Pierre, parce qu'il reste 1 minute. Mais il y a une chose. Oh oui, on peut s'assiner avec des psychiatres. Pensez-vous? Oh yes, gênez-vous pas. Faut se lever de bonne heure, Pierre. Gênez-vous pas. Ils nous regardent comme si on était des épais. Là, ils disent, non. Tu sais, ils veulent pas t'en discuter avec toi. Vous leur direz que l'épais à radio, là, l'épais à radio, il va aux formations médicales continues. Et s'il y a des études là-dessus assez intéressantes. Non, mais je dis pas vous l'épais. Non, je sais, mais vous leur direz, vous leur parlerez d'un épais qui a tenu des propos comme ça à la radio. Je sais, je prends des notes, Dr. Mailloux. Ça lui met le feu au derrière. Et ça les oblige à aller vérifier. Dans ce temps-là, c'est quasiment en paix. On dirait qu'on est encore plus en rogne. C'est vrai. Hey, Pierre, Julie, on a à peine comment je pourrais dire, touché à son problème. On peut-tu faire les informations puis revenir? Oui, Julie, vous avez été gentille. On a parlé de sa mère. Tolérer mes écarts. Cette capsule publicitaire au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. La question aujourd'hui des troubles de la personnalité limite. Et Julie, c'est à votre tour. Là. On a fait le tour du cas de votre mère, c'est vous. Merci. Bon, écoutez, la raison que j'ai appelé tout de suite, c'est que, premièrement, quand vous avez mentionné le trouble de la personnalité, je trouve que c'est un sujet qu'on ne discute pas.
souvent, Dr Mailloux, vous dites, bon, les médecins ont peur de la schizophrénie, d'en parler ou de traiter des patients avec ces problèmes-là, mais je pense qu'ils ont aussi peur des troubles de la personnalité. Mettez-en encore plus. Parce que moi, ils veulent rien savoir. La plupart des confrères psychiatres, là, ils vont le voir une fois, puis c'est synonyme de détestable. Oui. Je vais m'entendre vous le dire. Il y a un gros préjugé. C'est pour ça que je louange publiquement là. Christiane Bertelli. Oui. Elle est probablement une des rares dans son propre centre à s'occuper de ces cas-là. Parce que ça fait même pas l'unanimité là-bas. Une autre raison, non, pas Maudit Mailloux, une autre raison pour laquelle vous m'avez interpellé parce que je vais vous avouer quelque chose. Bizarrement, ça tombe bien, là. Aujourd'hui, je devais aller rencontrer un nouveau médecin, pas un psychiatre, mais un médecin de famille qui se spécialise en santé mentale. Oui. J'avais pris rendez-vous il y a longtemps, puis j'ai pas dormi de la nuit, je me suis pas encore passé 1h30 de temps à faire mon historique, compter mes problèmes, puis ça fait je sais pas combien de psychiatres que je vois, parce que moi, on m'a diagnostiqué trouble obsessif compulsif à cause de la mutilation. Oui. OK? Oh, ouais? Oui. Mais c'est parce que je me... On en reparlera. Continuez, puis on reviendra sur la mutilation. Et puis là, quand j'aime ça, la mutilation, ça saigne. Je vais vous expliquer ce que je fais. C'est pas de la mutilation comme couper les bras, là, c'est plus du skin picking. Je vous avais déjà appelé pour ça. La peau du visage. Oui. Et en fait, des poils incarnés, je vais les faire sortir. C'est plus ça, faire sortir le sébum de ma peau. Oui, OK. Oui. Mais pendant des... Bon. Et puis le docteur Bertelli, quand vous avez mentionné son nom, j'ai sursauté parce que mon médecin de famille, qui est la seule en ce moment qui me suit, a voulu me référer à elle. Puis encore là, je me suis dit, pas un autre psychiatre. On recommence, c'est ça, vous partez avec puis là, parce que vous en avez parlé, j'ai dit, bon... c'est la bonne piste parce que... Qu'est-ce que vous voulez, Julie? J'ai des faiblesses. Il m'arrive à l'occasion d'admirer une femme. Ça peut peut-être vous surprendre, là, mais il m'arrive, le misogyne que je suis, à l'occasion, croise sur sa route des femmes qu'il peut admirer. On est tellement heureux d'entendre ça, Pierre. Si ça vient de vous, je me suis dit, ça, c'est une bonne piste. J'étais pas allée au rendez-vous. Puis là, l'hôpital, parce que c'est Albert Prévost, vous le savez, ils m'ont dit, écoutez, si vous voulez venir... Là, puisque vous avez manqué votre rendez-vous, la seule autre façon que vous pouvez venir nous voir, c'est venir à l'urgence. Peut-être vous allez pouvoir la rencontrer. Ouais. Alors là, vu que vous en parlez, vous parlez de troubles de personnalité, on dirait que ça me rassure tout d'un coup. On dirait, il faut en parler de ça parce que c'est un problème. Quand tout à l'heure, vous avez fait une farce que peut-être que presque tout le Québec est affecté par ça, mais... Il y a plus de gens qu'on pense qu'il y a ce problème-là. Ça se pourrait, Pierre, si vous parlez de génétique. Tout à coup, on sort pas de la talle. Ça reste génétique, puis on en est plus affecté que d'autres, ça se pourrait. Mon cher Québec, que j'aime tant, aurait-il un trouble de personnalité? Mais c'est ça, quand vous dites qu'il faut l'accepter, parce que contrairement à une maladie, un trouble, ça soigne pas? C'est ça, exactement. Ça ne se guérit pas. Et ça se contrôle pas par une médication, ou très peu, mais beaucoup plus par l'acceptation. Écoutez, je trouve absolument adorable et délicat le dernier commentaire sur la première page, à la page 48. Souvent, par le simple fait de savoir comment le gérer adéquatement. Bon. C'est rare, cela. Oui, on peut aborder son soi, pas travailler dessus, juste l'aborder, l'apprivoiser et vivre avec. Puis d'accepter qu'on ne pourra pas nécessairement avoir des relations stables toute notre vie. Ben oui, pourquoi pas? On peut avoir du fun quand même, de temps en temps. Mais après ça devient... Oui, je suis d'accord avec vous. On a des périodes qu'on rencontre, on a du plaisir, mais quand on est dans des périodes... Pardon? Si Julie rencontre quelqu'un, puis si Julie prend conscience en même temps de ses limites, de ses façons de fonctionner... Pourquoi il ne serait pas capable de garder une relation? Ça dépend, avec une certaine distance. Parce qu'on Vous savez, Julie, on peut fréquenter longtemps. On n'est pas obligé d'embarquer dans les bobettes de l'autre. On peut se fréquenter. Ça, c'est vrai que c'est un des problèmes que j'ai. On s'accroche, aussitôt qu'on rencontre quelqu'un, puis on se dit, bon, ça y est, là, autant en amitié qu'en amour. Mais c'est ça, c'est qu'on est... Comme vous savez, au Québec, on est mal éduqués, principalement les petites filles. Les petites filles sont encore plus mal éduquées que les petits gars. On est mal éduqués.
Mais moi, j'ai été barouettée, là, parce que j'ai même un écho dépressif. J'ai été chez Sœurs, dans un couvent, j'ai été chez des amis de la famille, j'ai été un peu partout, là, moi, là. Vous savez, on n'a jamais osé se regarder. Au Québec, on n'a jamais osé se regarder et se demander, est-ce que nos modes éducationnels sont valables, sont sains? Il n'y a jamais personne qui a soulevé cette question-là. Mais quand en plus, c'est minimal. Pierre, t'as un trouble. On ne peut pas échapper à ça. Il faut se regarder puis se dire, écoute, nos façons d'interagir, est-ce que c'est sain ou malsain? Nos modes éducationnels auprès de nos gamins, puis il n'y en a pas 25 des modes éducationnels, peut-être 4-5 modes, là. Tu sais, comment on les considère, comment on les traite, etc. On n'a jamais osé regarder ça. On aime mieux, il y a une couple de caves qui nous présente. Le Québec fout de ses enfants. Hey, mon œil, le cave. Pierre, plus, c'est faux. Pierre, vous constatez ça. Vous dites ça régulièrement en ondes. Maintenant, quand en plus, tu souffres d'un trouble de personnalité limite, en plus de peut-être une mauvaise éducation, tu prends ça comment? Là, t'as deux problématiques, là. Oui, t'es mal éduqué. Ben oui. Puis en plus, t'as des trous de personnalité. Alors, il y a de quoi de vouloir tirer une balle dans la tête? Non, attendez. Oui, je comprends votre désarroi, mais attendez. C'est toujours l'inné et l'acquis. OK? Le trouble de personnalité limite, c'est pas acquis, c'est inné. Okay. Maintenant, il peut être empiré par des parents crosseurs ou inadéquats ou incompétents. Bon. Comprenez-vous? Fait que c'est ça qu'il faut faire. Quand un enfant a de la misère, ben là, on le crisse pas dans une, tu sais, dans un centre d'accueil, là. Parce qu'on va voir, ça va mal tourner, la bebelle. Oui, je suis même chanceuse que je suis pas devenue délinquante, là. La seule chose peut-être qui m'a sauvée, c'est que j'ai eu un beau-père. Ma mère s'est mariée avec un homme, j'avais 9 ans. Puis il était, ingénieur, puis on a eu une vie plus stable avec, j'ai fait du sport, puis des choses comme ça. Ça vous a fait du Mais bien. j'avais tendance à vouloir aller vers des gens, tu sais, problématiques, drogue, alcool, puis si j'avais pas eu le côté, là, qu'on allait les fins de semaine à la campagne... Oui. Voyez-vous, vous faites ressortir l'importance de bien entourer les enfants, les petites filles et les adolescentes. On laisse pas ça aux truands qui courent les rues, qui demandent pas mieux qu'à ramasser des petites borderlines puis en faire des petites putes. Oui. Elles s'ouvrent les jambes facilement, on le sait. Bateau, on les entoure. Au lieu de leur mettre un bouchon. Quand on est proche, parce que quand on est un étranger, on s'en fout. Dès qu'on voit un tarlat de 24 années rôder autour d'une 14 ans, hey, pichenote... Ça m'est arrivé, ça, Dr. Mailloux. J'ai eu un homme de vingtaine d'années, même 30 ans, qui a rôdé autour de moi quand j'avais 14 ans. Écoutez, Julie, c'est plein. C'était maudit. Cette rapace-là court après ça, puis il est spot. Dans votre cas, Julie, c'est votre beau-père qui a fait la différence? Est-ce qu'il était encore là quand vous aviez 14 ans? Oui, oui. Il a quitté ma mère il y a 5 ans. C'est lui qui en pouvait plus. De vivre avec... Mais il a été utile lors de votre adolescence? Oui. Puis pourtant, je lui en ai voulu beaucoup pour plein de choses. Je le trouvais autoritaire. Puis évidemment, ça a peut-être rapport avec mon problème de personnalité. Là, je le trouvais trop... contrôlant, autoritaire. C'est vrai qu'il était autoritaire. C'est pas facile, Julie. Parce qu'il voulait m'encabaner, lui. Hein? Oui, il voulait pas trop, c'est comme passé, par exemple. C'était une belle fille, puis bon, il avait eu 4 garçons, puis il dit, moi, je sais c'est quoi des gars, puis bon, il voulait pas que je fasse rien. Là. Mais jusqu'à quel âge qu'il voulait pas que vous fassiez rien? Oh, même quand j'avais mon premier chum à 17 ans, il m'avait dit, mon chum avait fait des réservations au Mont-Tremblant pour aller faire du ski une fin de semaine, puis là, quand j'ai annoncé ça, quelques jours avant, il dit, si tu y vas, là, tu reviens plus à la maison. Il voulait pas que je... Jaloux! C'était mon chum. Il y avait un problème d'Édipe, votre beau-père. Oui, ça, je le sais, je me rends compte en vous écoutant. L'Édipe renversé. Oui. Allez, bye, Julie, merci d'avoir appelé. Ben là, attendez. Rapidement, oui. Ben là, vous me conseillez, j'imagine, avec tout ça, là, je devrais aller la consulter, Dr. Bertoli? Ben, c'est bien évident. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Tout à coup, vous vous retrouvez mieux. Je peux vous dire qu'elle est fine. Bon, allez, bye. Elle peut pas avoir meilleure référence. Ben, écoute. Le Doc Mailloux, une présentation des marchands de Plaza Laval qui vous offre pour Noël... Matrice, Janine Ross. Les enfants qui font des crises, mais démesurées, tout petits. À l'adolescence, c'est difficile. Ils s'embarquent dans des thérapies. Ils sont hyper réactifs. Pierre, est-ce que prêter, par exemple, des intentions aux autres, ils se sentent, parce que ça, c'est un courriel tantôt, ils se sentent comme épiés. Ils sont pas bien nulle part, donc ils prêtent de mauvaises intentions, ce qui engendre des situations complexes,
Les troubles de personnalité limite, ça peut... C'est difficile à traiter. Hein? C'est qu'ils se sentent assez facilement rejetés parce qu'ils sont pas toujours aimables. Ils pognent les nerfs facilement, ils font des crisettes, puis c'est pas la subtilité, là. Non. Alors ça tire des bosses. Ça fait partie de leur trouble. Alors, il y en a qui se tannent, puis ils envoient y promener, puis ils peuvent être cinglants, puis... Et là, ça plonge la personne qui est en trouble de personnalité limite dans des tristesses. Ils sont rejetés. Non, c'est que le trouble de personnalité limite, un peu comme celui qui a une personnalité antisociale, ne ressentira pas longtemps la tristesse. Il va plutôt éclater ou imploser. Il va s'automutiler. Au lieu d'être triste puis de se mettre à pleurer, il va exploser, il va garrocher quelque chose, ou il va prendre une lame de rasoir, un Exacto, puis il commence à se coupailler, là. Où surviennent des pensées suicidaires, tout ça. Ça pourrait être le troisième volet. Alors, il explose ou implose, ou implose. Okay. Il oscille souvent entre les deux, puis c'est désarçonnant, tu sais, c'est pas évident. On parle à Philippe. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, Philippe. J'ai 5 hypothèses à vous soumettre, puis vous me direz si j'ai affaire à quelqu'un qui a des troubles de la personnalité. Oui. Voici. Il y a un mois, j'ai donné mon adresse que je n'avais jamais donnée auparavant à un névrosé que je n'ai jamais vu, avec qui je jase par téléphone depuis 2 ans. Première hypothèse. Pourquoi vous dites névrosé, là? L'adresse à un névrosé, si vous le connaissez pas? C'est parce qu'il me dit au téléphone. Il est névrosé? Oui. Oui, mais ça, c'est pas parce que quelqu'un prétend être névrosé qu'il l'est, là. En tout cas, continuez. Bon. Il y a 3 semaines, comme par hasard, j'ai vu un grand slim qui avait un bicycle qui fouillait dans les boîtes à mal. 3e hypothèse, j'habite un bout de rue où je côtoie des professionnels, des étudiants et des psychiatres privés. Des psychiatres privés? Et des psychiatres prisés. Bon. OK, psychiatre prisé. Non, des psychiatrisés, Pierre. Ah, des psychiatrisés. Oui. Excusez. Bon, 4e hypothèse. Là, ça va paraître prétentieux ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. J'appelle depuis plusieurs années sur les lignes ouvertes, et puis j'ai l'impression d'avoir été repéré par un fan qui voudrait savoir absolument ce qui est dans mon intimité. J'y arrive, là. Puis la dernière hypothèse, c'est que dans mes interventions publiques, souvent j'ai parlé contre des ennemis politiques, sans les nommer toutefois, là. Et puis, par exemple, je me demandais, c'est la 5e hypothèse, si actuellement ce serait pas un libéral qui a décidé de me faire du trouble ou qui travaille pour des libéraux. Maintenant, je vous dis de quoi il s'agit. C'est qu'il y a 2 semaines, j'avais 2 bacs verts avec mon adresse dessus. La semaine passée, j'en apporte un au chemin et puis il disparaît. Alors, je sors mon 2e bac vert, je l'apporte, puis nous autres, chez nous, on fait la cueillette les mercredis. J'y vais aujourd'hui, il est parti. Alors, laquelle, d'après toutes les hypothèses que je vous ai dites, là, docteur, est-ce que vous pensez que j'ai affaire actuellement à quelqu'un qui aurait des troubles de personnalité? Pas nécessairement. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous dites ça se peut que vous ayez affaire à un voleur qui voulait avoir un bac vert. Puis... 2 semaines de suite? Ben oui. Il y en a qui fouillent dans les poubelles pour savoir sur vous. Non, mais là, c'est parce qu'ils sont partis avec le bac, là. Hein? C'est vos bacs qui sont disparus? Les 2, oui. Pourquoi pas les autres alentours? Pourquoi les miens? Ben, je sais pas. Est-ce que les votes étaient plus récents? Non, pas du tout. Non. Il y en a un qui était brisé. Ça peut être une coïncidence. Ben, moi, je trouve que c'est une coïncidence troublante. Peut-être que ça vous dépasse, Doc Mayou, mais moi, je me pose la question si vraiment, actuellement, j'aurais affaire à quelqu'un qui a des troubles de personnalité. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous en vouloir, pas nécessairement qui peut m'en vouloir à cause de ce que j'ai dit, mes interventions. C'est possible, tout est possible. Je ne sais pas. Diagnostiqué à distance, bon, vous faites attention. Oui. Faites attention. Et puis, moi, tout simplement, cette personne-là a décidé pour moi, puis je suis... Il y a une façon très simple pour 30 $ d'en avoir le cœur net. Oui. Semble-t-il, j'ai appris ce matin que les petites caméras de surveillance, maintenant, sont rendues à 30 $. Alors, mettez vos bacs, installez une caméra de surveillance, puis vous allez voir qui le prend. Ou bien donc, je n'apporterai jamais plus de bac vert au chemin. Ah, ça, c'est l'autre scénario. Mais pour répondre à vos hypothèses, caméra de surveillance, c'est mieux qu'un psychiatre. Allez, bye, Philippe. Bonjour. Bon, OK, on va maintenant à Nathalie. Surtout pour 30 $, là. Plus cher que ça, les déranger un psychiatre. C'est une sacrée bonne idée. Mettre la caméra. Écoute, au moins, t'en as le cœur net. De plus en plus, là, les voleurs vont se repincer. Ou tu vas porter ton sac vert chez le voisin. Janine, parlant de voleurs, oui. Hier, on a traité d'un sujet. Et il y a un juge de cour d'appel qui a été assailli, pas à peu près, par 6 jeunes hier soir.
3 noirs, un hispanophone, puis 2 blancs. Le juge d'Alphon. Le juge d'Alphon. Oui, oui. Et ça, lorsque j'ai entendu cette manchette-là, j'ai dit, si ça se situe dans la foulée de notre discussion d'hier après-midi, c'est pas, Janine, c'est inquiétant. On n'a pas dramatisé hier. Le phénomène est extrêmement inquiétant à Toronto et ça va se répandre comme une traînée de poudre à Montréal pour exactement les mêmes raisons. Jeunes hommes qui n'ont pas de présence paternelle ou masculine significative. T'as vu sur la vidéo? On a vu des images vidéo, là. Si les images vidéo sont exactes, Pierre, 16, 17, 18 ans, des 17, 18 ans. Mais ça ne touche pas une race en particulier, là. C'est tout mêlé. Ils ont les 3. Alors, oui, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit hier. On utilisait l'exemple des Jamaïcains pour dire le phénomène va déferler, peu importe si ça va être sur d'autres où il y a désertion paternelle. Oui, partout où c'est ça. Oui. Est-ce qu'on a le temps tout de suite? On parle à Nathalie? Nathalie? Oui. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Moi, Dr Mailloux, je vais faire mentir vos chiffres de tantôt. C'est que je suis avec le même conjoint depuis 9 ans. Et il est, comme vous disiez, stable, soutenant. Et on a un fils de 6 ans. Mm-hmm. Alors... Et vous savez que vous êtes une personne qui souffrait de troubles de personnalité limite? Oui, j'en suis, comme j'ai dit à votre réceptionniste. J'en suis, oui. Oui. Expliquez-vous. Pardon? Expliquez-vous. Alors, c'est l'impulsivité, l'instabilité des relations interpersonnelles. C'est sûr que moi, j'ai 40 ans. À 40 ans, on se connaît plus, on a plus de techniques pour savoir éviter les situations. Très bon point. Alors, vous avez mentionné vie commune avec le conjoint depuis 9 ans. Donc, vous avez commencé la vie commune avec lui à 31 ans. Oui. Mm-hmm. Mais j'étais borderline avant ça, par exemple. Oui, mais c'est un trouble, en général, les borderline, qui vieillissent bien. Oui. C'est-à-dire, c'est un trouble qui est appelé à s'améliorer avec les années, non pas à se détériorer. Alors, est-ce qu'on aurait lieu d'intervenir, Pierre, un petit peu plus jeune, justement, quand ça se manifeste? Oui. Pour aider, au moins, que ce soit pas aussi traumatisant. 30 ans, il y en a plusieurs qui sont moins pires, qui s'acceptent davantage, qui se sont créés un petit réseau de soutien. Oui. Alors, vous me ferez pas mentir, pas du tout. Continuez. OK, mais je vous dirais que il reste quand même qu'on a des creux de mal de vivre. Ça n'a pas encore été mentionné jusqu'à maintenant aujourd'hui. Là. Des creux, oui. Il y a des creux dépressifs des fois parce qu'on pense au suicide parce qu'on est impulsif, mais aussi à cause des creux de mal de vivre, je dirais. Expliquez-vous. Tout d'un coup, sans savoir pourquoi. C'est vrai que moi, j'ai aussi des troubles anxieux sévères. Là. Ça aide pas, je prends du Paxil pour ça. Là. Tout d'un coup, sans raison, ça peut être aussi juste avant un repas, si on se sent un peu plus faible, là, on va se sentir terriblement mal. Je peux pas vous le dire. Là. C'est mal, mais je saurais pas vous le décrire plus. Mm-hmm. Et ça finit par passer. Mais au moment où on y pense, ça, c'est terrible. Moi, il m'est arrivé en pleine nuit de téléphoner à l'ambulance pour l'annuler par la suite. Là. Mm-hmm. Et ce que je trouve qui est le plus difficile, c'est l'instabilité des relations interpersonnelles. Ça fait qu'on peut juste rester chez nous puis pas avoir personne, là. Je veux dire, à part le mari et l'enfant. Il y a un isolement social qui, à l'occasion, peut être difficile à tolérer, oui. Oui, et moi, j'ai quand même un bon fonctionnement social. C'est que je suis capable, il y a comme un clivage. Je suis capable de cacher un petit peu comment je suis en société. Ça aussi, je suis contente que vous l'apportiez, Nathalie. Je vais vous remettre ce que vous avez dit tantôt. Oui. Vous cachez en société. Oui, et puis, j'ai pu garder parfois un travail assez longtemps à cause de ça. Mais c'est eux qui finissent par me laisser parce que je suis distraite et je fais beaucoup d'erreurs. C'était plus pour ça. Moi, j'aurais pu le garder, là. C'est eux qui finissent par me convaincre. Attendez, là, c'est quoi l'histoire de la distraction puis beaucoup d'erreurs? Ça, par exemple, c'est pas typique, là. OK, c'est que moi, c'est des emplois de secrétaire que j'ai que j'ai occupés. Et quand il y a 10 choses à faire en même temps, j'en laissais tomber. Je veux dire, je faisais un paquet d'erreurs, j'en oubliais beaucoup. Sous l'effet du stress, Pierre? Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis un petit peu... Allez, l'important, l'enfant de 6 ans, comment il va? Il va bien. Bon, continuez. Bye. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross.
Alors, on parle de troubles de la personnalité limite. Souvent, c'est identifié comme étant borderline. À la limite de quoi, la ligne? Il y a quelque chose de péjoratif là-dedans. C'est la limite de quoi? La limite de basculer dans la maladie mentale, c'est limite, c'est un trouble? Oui, il y a tout, écoute, il y a une longue historique entourant cette histoire-là de syndrome borderline, parce que il y a eu beaucoup de discussions très animées autour du fait que est-ce que le syndrome borderline est un trouble de personnalité ou un état prépsychotique? Oui. Bon, et à un moment donné, on a dû parvenir au constat que c'était, dans certains cas, on parlait d'un trouble de personnalité et on ne parlait pas d'un prodrome de psychose. Alors, c'était pas une étape qui préparait à... Oui, c'est ça. OK. Donc en principe, il n'y a pas de décrochage de la réalité, c'est juste un inconfort et des difficultés à établir des relations. C'est une difficulté chronique de fonctionnement global. OK? Alors que, rappelons-nous que dans bien des cas, un psychiatre qui n'est pas encore devant un tableau franc de psychose peut porter le diagnostic d'état limite. Okay. Alors, état limite ne sera pas synonyme avec personnalité limite. État limite, ça veut dire que, ça se pourrait, là, je mets ça dans ma note, mais ça se pourrait que ce soit un prodrome, un tout début de schizophrénie. OK. Et on parle à Adrien. Bonjour, Adrien. Bonjour. Bonjour, Adrien. Moi, je vous avais déjà appelé à propos de mon père. C'était un enfant du Plessis. Il m'avait dit que c'était un débile léger. Quelque chose comme ça, là. Ça se peut, mais là, écoutez, je sais pas, je l'ai pas évalué, là. C'est juste vous mettre dans le topo. Moi, j'ai eu des problèmes du point de vue d'apprentissage à l'école. Oui. Et j'ai fait de la dyslexie. Mm-hmm. Par la suite, j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer dans les groupes. Oui. Quand on me demandait quelque chose à l'école, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre les choses qui se passaient, tout ça, pour pouvoir m'intégrer. Oui. Et puis, ma personnalité faisait que j'avais de la difficulté à suivre plus, comme si j'aurais été normal. Je voyais que les autres arrivaient plus vite à comprendre les notions de mathématiques, comprendre les notions de français ou tout ça. Oui. Moi, tout ça, c'était ardu. Oui. Mais malgré tout ça, j'ai forcé, j'ai été capable de me rendre jusqu'au cégep et tout ça. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai une personnalité borderline de même parce que j'ai de la misère à m'intégrer dans des groupes. J'ai de la difficulté à comprendre au point de vue de la compréhension physique, compréhension des mathématiques, ces choses-là. Plus tard, quand j'étais en affaires, parce que j'ai eu un taxi et tout ça, il fallait que je prenne des décisions rapides. Pour moi, c'était quasiment la fin du monde. Il fallait tout le temps que c'était super ardu. Quand l'autre, à côté de moi, il prenait la décision en moins de 2 minutes, moi, ça me prenait peut-être 10 minutes avant de comprendre et pouvoir prendre une bonne décision là, qui avait de l'allure. Oui. Souvent, quand je prenais des décisions, c'était pas des bonnes décisions. Quoi, ça me coûtait plus cher ou j'arrivais pas à défendre mon point pour que ça fonctionne. Puis, avec mes relations avec les femmes, j'ai toujours eu de la difficulté à avoir une relation qui avait de l'allure. Ça veut dire quoi, ça, avoir de la difficulté? Dans le sens que j'étais sauveur, je pensais de sortir des filles de la prostitution, de la drogue, tout ça. C'était un peu dépendant affectif. Et puis aujourd'hui, ce que ça me fait vivre, c'est que je suis célibataire. Je suis pas marié, pas d'enfant. Mes parents sont morts. Puis moi, ça me décourage beaucoup de pas avoir de famille alentour de moi. Puis, vous êtes seul enfant? Oui. Vous êtes seul enfant de ces parents-là? Exactement. Oui, et votre mère, de quoi elle avait l'air? Ma mère, je dirais que c'était la plus saine, au point de vue mental. C'était elle qui était la plus saine de nous deux. De la gang. C'était un enfant, c'était un homme-enfant qui est resté enfant très longtemps. Ouais. Quand j'arrivais au-delà de 10-12 ans, quand je voulais parler avec un homme, c'était surtout pas avec mon père que je pouvais en parler. Parce qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir analyser. Est-ce qu'il était fonctionnel, votre père, ou c'était pas tellement fonctionnel? Il n'était pas très fonctionnel. C'est ma mère qui disait quoi faire, comment s'habiller, quoi mettre dans ses pieds, qu'est-ce qu'on allait payer. Il était hypothéqué, hein? Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était quoi dans mes gènes, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pogné avec des problèmes qui sont un peu similaires. Dans le sens que lui, quand il regardait le hockey, il pouvait péter des coches,
Il nous ferait pas nous autres directement, mais il pouvait lever des meubles, faire le ménage, faire la tornade dans la maison. Ah, ouais. Ouais. Moi, je me souviens que ça m'a fait très peur quand j'étais jeune. Et puis, quand je suis arrivé en relation, moi, j'ai jamais fait ça devant la personne, mais quand j'étais tout seul, puis ça fonctionnait pas, ou j'avais pas le contrôle de la situation, je pouvais facilement soit frapper dans les murs ou me frapper dessus. Ouais. Il perd des pédales. Perdre les pédales. Ouais. Ben, il peut y avoir des deux. Vous savez, c'est pas tout à fait bête, votre hypothèse. C'est possible. C'est possible, mais est-ce que, jusqu'à quel point, dans votre cas, il y a de l'inné et de l'acquis? C'est pas évident à démarquer dans bien des cas. Intéressant. Bye, Adrien. OK, bye. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Trouble de la personnalité limite. On nous lance ça souvent en ondes, et puis les gens savent pas trop à quoi s'attendre. Alors, oui, Pierre... parce qu'il y a vraiment deux choses, et il y a un auditeur qui a envoyé un courriel. Lorsqu'on utilise le mot borderline seul, sans explication, ça veut rien dire. Parce que vous avez dit tantôt état ou trouble. Ben oui, état limite, ça peut être un état précurseur à la schizophrénie. Oui. OK? Oui. Et ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec la schizophrénie, c'est-à-dire un trouble de personnalité qui est présent depuis l'enfance. Alors, la différence est énorme, là. Oui. Parce que l'état limite peut survenir chez un individu très fonctionnel qui, depuis 2 semaines, là, est très dysfonctionnel. Alors, le médecin peut le voir, peut dire, ouais, c'est un borderline. Tu sais, c'est un état limite. Oui. Peut-être qu'il y a une schizophrénie qui s'en vient. Je le revois dans quelques semaines, puis je vais voir comment ça va évoluer. Mais il voit à quel point c'est important de faire toutes ces petites distinctions-là. C'est sûr que si tu utilises seulement le mot borderline seul, c'est vide. Bon, alors on a reçu des courriels, puis disait il y a quelques années qui vous avez entendu en ondes parler de borderline, puis que ça voulait rien dire. Non, borderline, c'est ça. Hey, le mot seul, là, oublie ça, là, t'as rien dit. Il est vide de sens. Puis c'est même dangereux. C'est une étiquette qui est grave, qui est lourde de conséquences. Mais parce que tu penses que tu es en train de devenir fou. Ça peut être interprété comme ça. Ben oui. Bon, alors que si c'est un trouble de la personnalité, c'est autre chose. Et puis Pierre, tout de suite, avant d'aller au prochain appel, juste spécifier, à la demande de André, qui nous écrit « Inné acquis ». Tu nais avec un trouble de la personnalité limite. Tu es pas fonctionnel, tu es un enfant qui fait des crises, tu t'adaptes pas bien au groupe, etc. Puis il y a plein d'autres comportements là qui viennent corroborer ça. Mais l'acquis, parce que ça veut pas dire que parce que tu as des troubles de personnalité limite, tu n'auras pas d'autres problèmes dans ta vie. Oui. Alors quand ça vient s'ajouter, comment tu départages tout ça? Et ça peut être assez compliqué parce que ça peut être les deux. Alors ça peut être et inné et acquis. Et empiré par les acquis, par l'environnement. Alors, inné, ça veut dire présent à la naissance, généralement suite à la génétique de quelqu'un. OK? Acquis, ben, c'est la contribution du maternage, des gardiennes, l'école, contribution de tout le monde. Non, tu subis l'inceste, par exemple. Ben oui. En plus, déjà d'avoir des problèmes, des troubles de personnalité limite, tu départages ça. Oui, ça ira pas bien, là. Ça va empirer la faiblesse caractérielle, la faiblesse du caractère. Oui. OK. Mais ça ferait plus des événements, puis si tu viens d'une famille où il y a vraiment des gros problèmes... Et souvent, dans les familles où il y a beaucoup de troubles de personnalité importants, il y a beaucoup plus de misère sociale, il y a beaucoup plus de tard sociétal ou même de tard génétique, de tard culturel. Avec toute la description des difficultés comportementales de ces gens-là, ça se comprend. Oui. Alors, on parle à Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Vous venez de décrire ma vie. C'est-à-dire? Tout ce que vous avez dit, là, présentement, là. Sûr. Ben... Répétez-le. Premièrement, moi, juste une parenthèse, là. Pour moi, le trouble de personnalité, vivre à la limite, étant donné que quand qu'on est atteint de ça, moi, c'est vrai que je trouve ça péjoratif, vivre à la limite, comme qu'ils disent. Oui. OK? Je trouve ça péjoratif. Mais moi, j'aurais une explication. Ils disent trouble de personnalité, état limite. C'est parce que le risque de suicide, il est tellement élevé, puis l'angoisse, puis l'anxiété qu'on vit par rapport à ça, c'est tellement élevé que, d'après moi, c'est pour ça qu'ils disent état limite. Non, l'état limite, en général, c'est l'état qui borde la psychose. Moi, je me sens comme ça. Je me sens à la limite dans le sens que... Oui, vous avez raison. Alors, ce qui est vrai, par contre, pour la personnalité limite, elle est à la limite du supportable.
C'est ça. Pour elle-même, Ben oui, pour elle, d'abord. c'est invivable. C'est ça. C'est Parce quelqu'un qui est hypothéqué dans sa personnalité. C'est ça. Hey, c'est un méchant hypothèque, là. Oui, parce que moi, je me sens tout le temps comme un pied dans la vie puis un pied dans la mort. C'est ça. Je me sens toujours comme ça. Oui, ça Maintenant, est-ce que vous êtes... confortable. Oui, est-ce que vous êtes né comme ça ou si on vous a rendu comme ça? J'étais innée et le acquis a rempiré les choses. Rempiré les choses? Oui. Expliquez-vous pour le fun. C'est intéressant, ça. Premièrement, je viens d'une mère qui a des grosses tares, des grosses carences. Oui. Et je viens d'un père qui a vécu qui est parti de son pays à l'âge de 19 ans pour venir au Canada. Oui. Non, mais ça, comme tel, c'est pas une tare, là. Non, C'est mais il y l'immigration. avait des grosses tares. Il a commis l'inceste. Il y avait des troubles de violence. C'était quelqu'un qui nous rabaissait tout le temps. De quel pays qui venait, celui-là, là? Hongrie. Il venait d'Hongrie? Oui. Eh bien, chaque pays a des restants, n'est-ce pas? Là-bas, le taux d'alcoolisme et de suicide est très élevé. Oui. Fait que, c'est ça. Puis ma mère, c'était une Québécoise, mais elle avait des troubles... Par contre, j'ai connu un Hongrois, un agronome hongrois, qui était un méchant phénomène, une espèce de génie. Oui. Mon père... Oui, c'est qu'il y a deux sortes d'intelligence dans la vie. L'intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle. C'est que mon père, il n'a pas développé beaucoup l'intelligence émotive. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était électricien au CN. OK. Électricien. Alors, c'est pas l'intelligence, c'est pas le QI qui lui manquait, là. Non, point de vue intellectuel, là... Il était correct. Mais il était taré sur le plan... Émotif et social, zéro. Taré. L'inceste avec vous ou avec vos sœurs? Avec mes sœurs. Puis des problèmes de violence avec mon frère, puis des problèmes d'autorité aussi, puis des problèmes... tout ce qui a rapport au social et au émotif. OK. Non fonctionnel là-dedans. Et les tares, là, on a compris les tares de votre père? Les tares de ma mère, c'est que c'est resté une petite fille. Psychologiquement, émotivement. Elle avait des troubles de santé mentale, une maladie mentale, mais elle n'a jamais voulu se faire soigner. Comme quoi? Qu'est-ce qu'elle avait comme... des troubles de comportement, comment je pourrais te dire... Donnez des exemples. Des troubles de boisson. C'était une personne très émotive, très sensible, Vous savez la sensibilité d'un enfant, là? Oui. Il y a beaucoup de choses qu'elle comprenait pas, tu voyais que... Ah ouais? Oui, c'est ça. Est-ce que lui est déjà arrivé d'avoir des symptômes psychotiques francs, comme entendre des voix, déparler, avoir des visions? Non. Faire partie d'une secte ou partir chirer sur la religion? Non, elle n'était pas comme ça. OK. Mais très sensible, Pierre. Est-ce que ça peut coller à la description des troubles? Je pensais que vous parliez pour moi. Pour elle, je ne sais pas, parce que j'ai passé ma vie en famille d'accueil. Ben oui. J'ai jamais vécu avec mes parents. Donc, c'est... c'est pour ça que vous avez été préservé de l'inceste de votre père? Ben non, parce que ma soeur puis mon autre soeur, ils y ont passé. Mais pas vous. C'est ça, ça vous a permis. Non, parce que moi, j'avais un caractère rough. Ah, OK. Et le bonhomme se serait fait mordre la queue? Le bonhomme, il aurait mangé à claque. OK. J'étais une petite effrontée, moi. Donc, le trouble de la personnalité limite lui a peut-être servi dans ce cas-là. Ça fait pas des bonnes candidates pour l'inceste, ça. Moi, j'étais sauvage, j'étais effrontée, puis je répondais, puis je claquais des pieds. Oui, puis surtout les enfants, les petites filles, ils sont capables de mordre, là. Les incestueux, ils n'aiment pas tellement ça. Oui, ben c'est ça. Puis moi, c'était inné, OK? C'était déjà génétique, mais à cause de l'entourage, puis à cause de tout ce que j'ai vécu, c'est devenu acquis. C'est devenu un mode de vie. Vous avez raison. Oui. Vous étiez pas chanceux sur le plan génétique. Non, puis j'ai fait plein de familles d'accueil, j'ai vécu plein d'autres affaires. Moi, j'ai vécu des gros chocs post-traumatiques, point de vue émotif et psychologique. Ça se peut très bien. Oui. Qui vient tout amplifier ça. Vous croirez, oui, c'est venu tout amplifier. Là, puis, Monsieur Mailloux, merci pour le Nosina, c'est parfait, ça fait du bien. Bon. Hein? Et d'or au moins. C'est quoi cette affaire-là? Monsieur Mailloux, je vous adore. Le Nosina, c'est merveilleux. Bon. Ça coûte pas cher puis ça marche. Marie, merci beaucoup. Bye-bye. On parle à Denise. Bonjour, Denise. Du vieux stock abandonné qui coûte à peu près rien. Oui. Alors, moi, j'appelle Dr Mailloux. Je connais certains symptômes, des symptômes ou des traits de caractère. Là. Oui. J'ai de la misère à l'école parce que j'étais gauchère au départ quand j'ai commencé à aller à l'école. Et dans ce temps-là, c'était considéré comme maléfique, la main, écrire la main gauche. Et en tout cas, à l'école, ils nous forçaient d'écrire la main droite.
par la main droite. Ouais. Et j'ai appris, sauf que ça m'a bloqué certainement, parce que je me sentais contraire des autres, différente des autres. Et là, ça a paru pas mal tout le temps que j'étais à l'école. Et on vous a converti à la main droite de quelle façon? En tapant sur les doigts quand on écrivait de la main de gauche. Là, le professeur nous tapait ses doigts, écrit de la main droite, il nous forçait d'écrire. Avec quoi qu'on vous tapait sur les doigts? Avec des règles en bois, là. Je me souviens de ça. Vous savez, quand je parle de la race du Québec, là, on convient-tu qu'il y a quelque chose de pas chic dans notre race? C'est ça. Est-ce qu'on pourrait au moins convenir de ça? On s'était pas questionné longtemps sur les valeurs éducatives. C'est décourageant, le Québec. Maudite race de brut au Québec, ça n'a pas d'allure. C'est ça. Et voyez-vous, ce que moi j'ai appris... Non, mais il faut être sans cœur, faut le faire. Oui, c'est ça. Puis c'était tout le monde, c'était comme ça dans ce temps-là. N'importe qui écrivait de la main gauche, il fallait absolument qu'il écrive de la main droite, il nous forçait. Donc, on devient extrêmement nerveux, on se sent différent des autres, les autres nous regardent de travers. En tout cas, j'ai eu bien de la misère à l'école, j'ai détesté l'école. Oui. Vous avez été humilié, vous avez été bloqué, c'est ça. Vous avez été traumatisé. Parce que mon père n'était pas riche, j'avais pas des beaux souliers, ça, je n'avais déjà parlé dans un programme aussi. Oui, mais j'aimerais savoir, je sais pas vous, depuis que vous êtes psychiatre, si vous avez déjà connu des personnes qui peuvent écrire. Moi, j'écris de la main gauche et la main droite, OK? Oui. La main gauche, j'écris en l'envers, comme Léonard de Vinci. Et la main droite, j'écris régulièrement. J'ai jamais connu, je sais pas c'est quoi la dyslexie, malgré que j'ai un neveu qui est dyslexique. Moi, j'ai tout le temps bien pu lire, bien écrire. J'écris de la main droite normalement. Et de la main gauche, j'écris en envers comme Léonard de Vinci. Et je suis capable d'écrire avec les deux mains, en endroit et en envers en même temps. Ambidextre, ça j'ai jamais appris, c'est inné, ça. Je sais pas où j'ai appris ça. Je sais pas, je suis étrusque. Je sais que les Étrusques écrivaient comme ça, mais mon père venait du nord d'Italie. Alors, j'ai peut-être une descendance en quelque part. J'ai jamais eu ça. Ça me fatigue de pas savoir pourquoi que je suis capable de faire ça sans l'avoir jamais appris. J'ai aucune espèce d'idée. Non. J'enverrai ça une copie de mon écriture. Oui, vous savez, il y a des... L'humain... Les êtres humains ne sont pas un groupe uniforme. Il y a beaucoup de variations inter-individus. C'est ça. C'est comme des timbres. Regarde mes timbres. Il y a toutes des timbres différentes. L'être humain, c'est pareil. On se ressemble, on n'est pas pareil. C'est ça. On se ressemble tout en étant différents. C'est très bien dit. Et quand quelqu'un est tellement différent, il est différent. S'il n'est pas mis en relation avec d'autres, il ne se rend pas compte qu'il est différent. Alors, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Il doit y avoir un paquet d'affaires que les humains exécutent dont on n'entend jamais parler. Oui. Vous avez un bon point. Si on étudiait, par exemple, les personnes qui ont été forcées brutalement de ne pas utiliser leur hémisphère dominant, ça provoque des changements au cerveau. Janine, ça nous ramène à la plasticité cérébrale. Oui. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans les milieux scientifiques. C'est-à-dire, le cerveau a des capacités de se modifier dépendamment de l'environnement qu'il rencontre. Ça le prouve, hein? Mais moi, ça a fait une bizarre de patente dans votre cerveau. Il a poussé d'autres neurones tout de travers, des ondes qui se sont mis en connexion alors qu'il n'y avait pas d'affaire à faire. Et puis ça a donné vous. Et c'est ça, il y a bien des choses que je fais de la main gauche. Je vais dessiner, je vais faire de la peinture de la main gauche. Je vais écrire la main droite. Après ça, je vais manger de la main gauche. Définitivement, c'est votre main dominante. Oui, et votre hémisphère dominant, lui, est de l'autre côté. Comprenez-vous? En général. Me dit, c'est pas, j'ai pas du cerveau, parce que j'avais du cerveau, je pourrais écrire la Et il fallait qu'il y ait des maudites brutes qui aillent fucker votre petit cerveau d'enfant. Et ça, j'ai trouvé ça très dur et je me suis tout le temps senti mis de côté. J'ai eu bien des difficultés dans le travail, la même chose. Mais on va au moins avoir le plaisir de leur dire qu'ils ont été une race de brutes, ceux qui ont agi comme ça. N'est-ce pas? Bye. Info 800 veut connaître votre... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Il est question de troubles de la personnalité limite, des gens qui ont été en thérapie jusqu'à 40 ans, puis un jour, t'as un trouble de personnalité limite, ça explique tes comportements jusqu'à maintenant. Les gens sont heureux, enfin, qu'on leur explique que tout ce qu'ils ont vécu, il y en a d'autres qui vivent ça et qui ne sont pas sur le bord de la folie. Oui, puis c'est pas un cadeau de la nature. Hein. Je m'autant de dire, écoute, si Dieu a créé l'univers, là, il l'a fait imparfait et solide. Au niveau des différences de caractère héritées par les gènes, je t'assure qu'il y a des méchantes variations entre les êtres humains. Oui. Et il y en a que à partir de la naissance, là, leur caractère, sont mal équipés génétiquement. Et ça leur ferme beaucoup de portes. Ah oui, puis c'est pénible à vivre et il y a un taux de suicide très élevé. Il y a un taux de suicide reconnu de 10%. Hey, c'est 1 sur 10 qui va se flamber, là. C'est pas chic, là. Mais c'est par découragement, Pierre. Ils finissent par plus savoir par où se prendre eux-mêmes. Ils sont comme des porcs épics. Est-ce que ce serait une analogie?
porc-épic. Oui, ils sont comme des porc-épics. Dans les relations, les gens proches ne savent pas comment les prendre. Puis un porc-épic qui bougerait vite, pas un porc-épic qui bouge lentement. Alors, ce sont comme des porc-épics, oui, mais qui bougent très vite. Alors, ils piquent beaucoup de monde. OK. Alors, ils s'attirent des relations conflictuelles. Ah oui, puis c'est facile de leur mettre la responsabilité sur le dos. La seule responsabilité qu'on peut leur imputer, c'est de s'accepter. Il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils passent par ça. Ils n'ont pas le choix. Autrement, ils vont en crever ou ils vont faire... Tu sais, ils se font tellement rejeter, ils deviennent complètement isolés. Alors, je donne les numéros de téléphone 790-0224, 1-800-667-5241. Souffrir de troubles de la personnalité limite, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Votre expérience, est-ce que ça s'améliore? Pierre, vous avez dit que oui. Et on parle à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Janine. Bonjour, Doc. Bonjour, Stéphane. Ça va bien? On vous écoute. Moi, c'est que j'ai fréquenté quelqu'un, une demoiselle, un certain temps. Puis, à écouter votre émission aujourd'hui, je me demandais, c'est parce qu'elle me disait qu'elle souffrait de troubles borderline, troubles de comportement. Je vais vous dire, en gros, moi, je l'ai vu quelques fois. C'était quelqu'un qui... Moi, je vais vous donner les symptômes que je percevais. OK. Et j'aimerais ça savoir si c'est bien borderline ou... Allez-y, racontez les symptômes que vous avez perçus. Bon, moi, je la rencontre. Quelques jours après, elle m'appelle, je m'en vais chez eux. Bon, on passe la soirée chez eux. Parfait, vive d'esprit, intelligente, de bonnes opinions sur certaines choses. Le soir, on couche ensemble, tout va bien. Le lendemain matin... Elle se lève, elle me parlait qu'elle avait eu une petite fille, fait que je lui demande où était sa fille, puis tout ça. Elle commence à me parler du juge, de la cour. Au bout de 10 minutes, là, c'est comme si moi, j'étais le juge, là. C'était la crise de folie, là, elle m'a mis dehors. Bon, moi, je connais pas ça du tout, alors je m'en vais chez moi. Je me dis que j'ai rencontré quelqu'un d'assez spécial. Oui. Elle me rappelle une semaine après. Bon, elle me dit qu'elle avait peut-être un peu de pression puis tout ça, puis qu'elle se sentait mal là-dedans. Elle me réinvite chez eux. Oui. J'y retourne chez eux. Moi, dans la semaine, je voulais me renseigner, voir, là, c'était quelle sorte de comportement. Fait que j'avais fait des recherches sur Internet, mais ça n'avait rien donné. Fait que je retourne chez eux. Là, c'est dans la soirée, pour un rien... Complètement. Pour un rien, je lui demande, tu sais, j'ai dit, est-ce que tu as quelque chose dans ton comportement, vu que je trouve que la dernière fois, tu avais peut-être monté dans les rideaux un peu vite? Même chose. En 1 minute, changement de comportement complet. Pique les nerfs. La crise quasiment de nerfs. Mais c'était pas anodin, là. Vous avez manqué de délicatesse. Non, ben peut-être. Mais quand tu sais pas trop... Alors, même avec une femme bien équilibrée, on pose pas, on fait pas ce genre de confrontation-là avec une femme. OK. Mais il voulait comprendre. Il est en début de relation, il voulait comprendre. Si vous rajoutez la susceptibilité féminine usuelle, plus le trouble de personnalité, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a sacré dehors une deuxième fois? Oui, mais c'est ça. Elle m'a rappelé dans la semaine, elle dit, je veux que tu viennes chez moi, je veux te parler de quelque chose. Fait que j'arrive chez eux, on s'assied à la table, et là, elle se met à me conter que, bon, elle souffrirait de troubles borderline, de comportement borderline. Elle était, ça j'avais remarqué, elle était excessive dans la propreté. Ouais. C'était assez extraordinaire. Là. J'avais rarement vu quelqu'un aussi s'attarder à autant de détails que ça. Ouais. Elle me disait qu'elle était extrêmement excessive sur la sexualité, sur les dépenses. Attendez un peu, excessive sur la sexualité, ça voulait dire quoi? Ben, moi, ce que j'en ai compris, parce qu'elle me disait qu'elle avait même fait de la prostitution à un moment donné pour se faire aimer, parce qu'elle avait eu des problèmes d'attachement quand elle était jeune. Bon. Tu sais, c'était... Oh là là. Ouais. C'était spécial. Puis là, quand je me suis renseigné... Vous êtes en train d'étoffer une histoire compatible avec un trouble de personnalité borderline. C'est ça, c'était probablement ça. C'est pour ça que... Une propension à dramatiser aussi, Pierre. Tu sais, quand tu dis pour un rien... Là, non, ils sont pas hystériques. Non. À ne pas confondre avec les hystériques. Parce qu'ils parlent de crise. Ah, non, c'est pas du tout la même chose que la québécoise hystérique, là. Non, c'était plus de partir... puis de monter d'une coche tout d'un coup. Oui, c'est la perte de colère. Alors, l'hystérique se met à pleurer. L'hystérique se met rarement en colère. Elle est vicieuse, elle est hypocrite, elle est mesquine, mais non. Mais la crise, c'est une colère, là, c'est ça? Oui, c'est une crise de colère. Oui. Moi, j'avais peur de recevoir une tasse par la tête. Oui, puis vous auriez pu en recevoir une. C'était complètement, moi, je vous dirais, là, c'était complètement une autre personne pendant ils se fâchent vite et beaucoup. Comment? Ils peuvent se fâcher vite et beaucoup. Ben, c'est la rapidité, moi, que j'ai trouvé exceptionnelle. Oui.
Puis deux petites choses que j'avais remarquées. Je m'étais mis parce que je l'ai fréquenté quelques fois après, puis j'avais remarqué qu'il y avait un peu de paranoïa là-dedans. Je sais pas si ça a rapport avec le borderline. Ah, ça peut. C'est pas... Tu sais, il y avait juste quelqu'un qui passait, puis c'était comme... Elle était déjà dans son châssis, puis pourquoi qu'il passe devant chez nous? Lui, pourquoi qu'il me regarde ici, puis... Ben là, vous savez, quelqu'un pourrait, théoriquement, là, quelqu'un pourrait avoir un trouble de personnalité limite et souffrir aussi de schizophrénie. Parce que si le trouble de personnalité limite est vraiment un trouble de personnalité, ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. Alors, une personne peut être atteinte, peut être personnalité limite et aussi avoir une schizophrénie légère. Puis l'autre point... Et paranoïé. Et là, ça expliquerait les symptômes paranoïdes. Je vous dis pas que c'est ça dans le cas de cette femme-là, mais c'est possible. Oui, parce que c'est un détail, là, mais si jamais le téléphone sonnait à une heure qui n'était pas normale, elle voulait, moi je consommais du cannabis dans le temps, là, puis j'avais pas le droit même pas de le mentionner sur son téléphone des fois qu'elle était sur écoute, puis elle était peut-être surveillée par des médecins. Ça sent le délire paranoïde en plus, là. Ouais, alors là, mes savants confrères vous parleraient de comorbidité, Stéphane. Donc, deux problématiques. C'est ça. Au moins deux. Mm. Étais-tu dans le petit pot, elle aussi, la poudre? Non, elle touchait à aucune drogue, elle avait peur de ça. Je sais pas si puis un autre... Alors, elle avait déjà fait de la prostitution sans drogue. Oui. Je tiens à le mentionner. Oui, je tiens à le mentionner parce que beaucoup de monde au Québec, quand ils veulent dégobiller sur les prostituées, ils les associent nécessairement avec les toxicomanes. Non, les amis. Il y a des femmes qui se prostituent, puis ça n'a rien à voir avec la drogue. Elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que quand un homme il faisait l'amour, elle sentait pour une fois que quelqu'un l'aimait. Je sais pas si ça avec elle. Oui. C'est parce qu'un homme de bon sens avait de la difficulté à la tolérer, mais pour 50 ou 100 piastres, pendant une heure, il y a beaucoup d'hommes qui la prenaient facilement. Oui, parce que, gars, comme... Est-ce qu'elle était jolie? Elle devait être jolie, Stéphane. Vous êtes retourné quand même quelques fois. Oui, c'était une très belle demoiselle. Là, vraiment, oui, c'était exceptionnel. Ouais. Puis, c'est deux choses... Souvent, après qu'elle m'ait annoncé ça, qu'elle m'ait dit ça, avoué ça, qu'elle avait des problèmes de comportement borderline, c'est arrivé à quelques occasions qu'elle me demandait, penses-tu que je serais plus heureuse si je serais morte? Tout ça, tantôt, quand vous parliez de suicide, tout ça, je pense que c'était quelqu'un qui avait ces idées-là aussi. Et que répondiez-vous à sa question? Ça, j'ai mon opinion personnelle, c'est des choses comme ça. Qu'avez-vous répondu à sa question? Non, j'aimais mieux m'abstenir de répondre et de donner une opinion qui aurait pu... c'est ça, je vous demande, comment avez-vous réagi lorsqu'elle vous a dit ça? J'aimais mieux pas donner d'opinion quand elle me parlait de ça, pour pas ni soit lui donner plus le goût ou quoi que ce soit, j'aimais mieux, parce que je ne connaissais pas ça, comme je vous dis. Vous êtes pas pire. Vous auriez pu, alors dans un cas comme ça, parce que ça m'a souvent été demandé, moi, comme psychiatre, je leur réponds simplement... Vous ne serez plus là pour le savoir, comment vous allez vous sentir, si vous allez être mieux ou pas. Oui. Puis, juste pour et c'est bizarre, hein? C'est bizarre, puis il y a beaucoup d'individus qui me regardent, puis ils n'avaient pas réalisé que quand on est mort, on n'est plus. Oui. Hein? Là, tout d'un coup, ils réalisaient, là. Ils pensaient que la mort, c'est un passage à un autre état. Non, la mort, c'est la fin. Je ne suis plus là. C'est une autre aberration. Je ne sais pas comment... Oui, et c'est pour ça que les maudites croyances religieuses, quand tu es psychiatre dans une urgence, là, ça te fait chier régulièrement. Sais-tu, ça, tant qu'à être dedans, là, M. Mailloux... Une dernière question, Stéphane? Oui. Ben, si c'est une dernière, d'abord, je vais poser ma dernière question. OK, allez-y, parce qu'il nous reste plus de temps. Allez-y. OK. Je sais pas si vous avez vu dans les journaux hier, M. Mailloux, le gars qui aurait violé une personne... En dormant? Il aurait fait ça dans son sommeil... En tant que psychiatre, j'aurais aimé ça avoir votre opinion. Je trouve ça complètement aberrant. Il a été disculpé. Il a été complètement absous parce qu'il aurait supposément prouvé avec de grands psychiatres que il a violé la fille pendant qu'il dormait. Il s'en est rendu compte quand il s'est réveillé dans la chambre de bain avec un condom. Puis il a été absous, c'était correct, là, la victime a été traumatisée de la décision du juge. Là. Fait que ce que pense de ça, Pierre... Il souffrirait de sexomanie. OK. Alors, Stéphane, vous avez posé votre question, on va à la pause. Non, je m'entends vous le dire tout de suite, c'est une grosse bouchée, il n'y a pas assez de détails. C'est vrai que c'est assez douteux. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Stéphane avait eu le même réflexe, cette espèce de petite nouvelle incomplète. Tu dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Ouais.
Sexomania, Pierre. Est-ce que ça fait partie de vos livres d'identification, de diagnostic, je sais pas quoi? Écoute, faudrait voir les détails parce que c'est vraiment inusité. C'est sûr qu'il y a toujours des cas, des histoires exceptionnelles. Alors là, lorsqu'on commence tel que présenté, ça ressemble à une histoire archi-exceptionnelle. C'est à Toronto, hein? C'est pas loin. Ah, c'est à Toronto? Oui, je pense que c'est chez nous. Ouais. Bon. Parce que là, la sexomanie, là, dans le sommeil, puis un vieux... Ouf! Ouais. Alors là, il y a toujours la possibilité d'épilepsie. Maintenant, où tu penses à mettre un condom, par exemple? Oui. En état d'épilepsie? Ouais. T'as raison, oui. C'est point évident. OK, alors on continue. On revient à nos moutons. Trouble de la personnalité, limite et non état. Janine, soit dit en passant. Et le jugement qui vient de sortir. Sûr. Carla Homolka. Oui. Ça commence-tu à être temps qu'on la laisse tranquille? Ouais. Les copains, elle avait été condamnée à un terme de 12 ans. Pourriez-vous lui sacrer patience, s'il vous plaît? Si vous n'êtes pas content, la prochaine fois que vous en pincerez une, vous lui donnerez une sentence plus sévère. Mais là, elle a tout suivi le processus. Laissez-la tranquille. Ouais. Elle a fait 12 ans de pénitencier. Est-ce qu'on en demande autant, Pierre, à des délinquants sexuels? Non. C'est ça, non. Lorsque c'est un homme, et là, ce qui m'écoeure dans l'affaire de Carla Homolka, c'est qu'on s'acharne sur elle parce qu'elle est une femme. Finalement, on a attrapé une femme criminelle. On est-tu content? Et on veut prolonger le plaisir indéfiniment, d'autant plus qu'elle est jolie et sexuellement attirante. Enfin, on va voir. Je suis content. Merci, M. le juge. On va voir si ce sera pas porté en appel. Bonne décision. Ça va peut-être être porté en appel. Il y avait ça encore. On verra. Hey, c'est quoi l'acharnement contre cette femme-là? C'est ça. Alors, Pierre, on parle à François. Bonjour, François. Bonjour. Bonjour, François. Moi, j'étais un petit peu découragé d'écouter le sujet après-midi. Ah oui? Oui, parce que j'ai une conjointe qui est comme ça. Oui. Puis, j'ai des enfants de 3 ans puis 5 ans. 2 enfants. Oui. Puis, je la supporte depuis 1 an et demi là-dedans, parce qu'avant, je savais pas qu'elle avait un trouble comme ça. Ça paraissait pas, c'est quoi? Je pensais juste qu'elle avait un mauvais caractère, mais c'est parce que là, on dirait, ça s'est empiré. Au début, c'était une dépression. Puis c'était des idées noires, fait que là, elle a pris des effexors, mais là, ça s'est empiré. Puis là, elle a passé 2 mois à l'hôpital, tu sais, avec les enfants. Je l'ai soutenue là-dedans. Elle est sortie, puis elle a fait une autre tentative de suicide devant moi. Elle avait pris elle prenait des Seroquel, là. Fait que là, moi, je pleurais, je disais, pourquoi tu fais ça, fais pas ça. Puis elle a fait pareil, puis là, je l'ai amenée à l'hôpital. Puis là, elle est ressortie, elle était comme motivée, là. Elle est ressortie plus motivée de cette expérience-là. Elle savait pas qu'est-ce qu'elle avait fait, tu sais. Puis ça avait replacé une couple de semaines. Mais là, tu sais, ça retombe tout le temps dans le même pattern. Après, c'est le découragement, puis des fois, c'est plus dormir. Puis là, comment expliquez-vous le fait que ça va pas bien, son affaire, que les... Ben, ça va pas bien. Les psychiatres, là, ils trouvent pas, il n'y a pas de pilule miracle, là-dedans, là. Ouais. Là, ça commence, là. Le seul point qui m'a encouragé dans votre émission, aujourd'hui, c'est que quand tu prends conscience de ça, là, je suis rendu là. Mettons la conscience, la prise de conscience est là, tranquillement. Mais c'est pour vous. Mais ça peut s'améliorer, là. Mais elle est pour vous. C'est vous qui prenez conscience, là, de ces difficultés à elle. Les deux aussi, là. Elle aussi? Pardon? Elle aussi commence à prendre conscience? Oui, elle aussi, elle prend conscience de qu'est-ce qu'elle a. Puis là, c'est là que je vois une petite lueur d'espoir que ça pourrait aller mieux. Mais tu sais, quand j'écoute des personnes, mais... Qui s'occupe des... François, qui s'occupe des enfants? Ben, c'est elle. Quand elle a des périodes... Est-ce qu'elle est capable de s'occuper des enfants? Présentement, oui. Elle est calme? Elle prend jamais les nerfs ou... Ça dépend des périodes. Quand il y a des périodes qui ne vont pas bien, mais ma mère, elle prend la relève. Bon. Ça, c'est bien important de protéger les enfants. C'est ça. Parce que je ne crois pas qu'elle puisse élever les gamins. Si c'est vrai qu'elle a une personnalité borderline, ça fait pas des bonnes mères pantoute. Il faut prévoir un bon substitut tout de suite, tout en lui laissant l'accès facile aux enfants, mais qu'elle n'ait pas la responsabilité première des enfants. Même avec le Seroquel, Pierre, parce que vous avez mentionné en petite dose, ça ne peut pas... non. C'est pas évident, là. Parce que les enfants mettent les nerfs à l'épreuve trop. Écoute, avec la liste, tu as vu la liste d'épicerie qu'il a mentionnée, là? Oui. Hey, c'est des enfants de 3 et 5 ans, ça, là. Ça demande une mère qui est stable, pas une espèce de... Tu sais,
de personnes là, qui oscillent constamment. Pour l'instant, les enfants, ils s'en rendent pas trop compte. Tu sais, des fois, maman va à l'hôpital. Puis, oh, ça, c'est pas grave, ça. Pas si pire, c'est pas ça, c'est la prise en charge. Ouais. Lorsqu'elle est à l'hôpital, qui s'occupe des enfants? Ma mère. C'est votre mère, parfait. Ouais. Est-ce qu'elle est correcte comme mère, votre mère? Oui. C'est une bonne mère? Oui. Parfait. Très maternante. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça. Alors, tu sais, dire à votre mère, ben, ça va être comme ça encore pour quelques années, puis ne pas trop. Alors, moins vous allez charger votre conjointe de responsabilité, plus elle va être tranquille. Elle supporterait pas le stress, c'est une des caractéristiques. Probablement que c'est ça qui se passe. Quand il y en a beaucoup comme ça, là, découragés, là, elle se décourage de rien. À prendre conscience de ça, faut que l'alléger le plus possible. Oui. Mais en même temps, pour moi, c'est dur de prendre compte. Tu sais, au début, je pensais que ça a l'air de se replacer tout seul, tu sais, mais ça ne se replace jamais. Tu sais. Non, ça fait combien d'années que ça dure, là, votre vie commune? Ben là, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais ça fait depuis, mettons... ben, tu sais... Est-ce qu'elle a une ligature des trompes? Pardon? Est-ce qu'elle a une ligature des trompes? Non. C'est un pensez-y bien, hein? Ah, ça, c'est sûr qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Ah, non, les bébés, là, on laisse ça pour les autres femmes. C'est ça, il y a déjà pensé. Ça, c'est sûr, ça. Bon, et alors, ce serait bon qu'elle procède, là, parce que, quel âge a-t-elle, là? 33 ans. Même si elle a juste 33 ans, ligature des trompes, c'est tout à fait indiqué dans un scénario comme vous venez de décrire. OK? Ben, moi, je trouve ça plate de ne pas m'avoir rendu compte de ça avant, parce que... François, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pas évident. Mais François a mentionné, au début, je pensais qu'elle avait mauvais caractère. Ben oui, un point, c'est tout. Que ça se replacerait. Oui. Oui, ça se cache bien, ça. C'est ça qui m'écoeure. Ça se cache. Je me sens quand je me serais fait jouer parce que ça se cache très bien. Mais c'est que dans le quotidien, c'est pire. C'est ça. Il y a quelqu'un qui le rapportait, Pierre. Attendez, là. Ce n'est pas que ça se cache bien. C'est qu'elle peut se retenir un petit peu, mais pas longtemps. En société. C'est ça, Pierre. Comprenez-vous, là? Non, prêtez-lui pas de la méchanceté. Vous savez, il y a des cas d'arnaque, mais pas ce que vous décrivez. Non, c'est pas une arnaque, ça. Non, pas ça comme la méchanceté, mais c'est dommage. Là, Est-ce qu'elle a des qualités? Est-ce qu'elle a des qualités, là? Oui, elle a des qualités. Comme quoi? Qu'est-ce qu'elle a comme qualité? Ben, t'es attentionnée. Ah oui? Oui. Dans ces bonnes périodes, là? C'est des qualités qui ne durent pas longtemps. Non, mais pour vous, là, qu'est-ce qu'elle a comme qualité avec vous? Qu'est-ce que vous lui trouvez comme qualité comme conjoint? Qualité comme conjointe, elle s'occupe bien de la maison. Oui. Elle aime faire la nourriture, elle aime épargner, elle aime... OK. Elle est propre dans la maison, elle est économe? Oui, très économe. OK. C'est précieux, ça. Oui, c'est précieux. Oui. Quoi d'autre qu'elle a comme qualité? C'est ça qui me donne la patience d'endurer les autres. Oui. C'est pas... Pourquoi vous pensez que je vous pose cette question-là? C'est pour que vous soyez bien conscient des qualités qu'elle a envers vous. Quoi d'autre qu'elle a là, comme qualité envers vous? Elle prend soin de moi. Elle s'inquiète quand je suis malade. Elle s'inquiète. Oui, puis quand vous êtes bien? Quand je suis bien, elle me fait sentir que je suis un homme. Elle me fait sentir pour elle que je compte beaucoup. Puis pour moi, je suis bien... Oui, qu'est-ce que vous alliez dire? Vous êtes bien servi? Pardon? Alliez-vous dire, j'ai cru comprendre le mot servi. Je suis bien servi, non? Non, c'est pas ça. Oui, bien servi, mais elle me fait vraiment sentir comme que j'étais important pour elle. Puis pour moi, un homme, ça a besoin de ça, là. Je vais travailler, je suis vaillant, puis elle apprécie beaucoup ce que je fais pour elle. Donc, quand je l'ai dit attentionné au début, il avait raison. François, on continue. On lâche pas. Les enfants, en autant qu'il y a une mère substitut, ça peut faire un petit bout, puis elle risque de s'améliorer lorsqu'elle va sentir que la pression va être moins forte. Et ligature des trompes, c'est important. On joue pas avec ça. OK? OK. Bon. Un accident est si vite arrivé? Pierre, une question. Comment se fait-il qu'elle se retrouve en hospitalisation alors qu'elle est en trouble de personnalité limite? Oui. C'est parce qu'elle se dit qu'elle a fait des tentatives de suicide. Oui. Puis là, il la garde quelques jours. Il la garde pas longtemps, il la garde quelques jours, mais ensuite, il la relâche. Puis on stabilise comment? Parce qu'il a parlé de 2 mois d'hospitalisation tantôt. Oui, mais écoute, il y a toutes sortes de psychiatres. Bon, alors ça ne veut pas dire que le traitement correspond parfaitement à l'état, c'est ça? Toutes sortes de choses. Ouais. Il essaye. Mais ils sont obligés peut-être de diminuer son niveau de stress? Non, regarde, Janine, avec des personnes qui souffrent de troubles de personnalité, le contact humain est très important. Oui. En psychiatrie, le contact humain, c'est aléatoire. Certains
cherchent à créer un bon lien, et d'autres s'en maudissent comme dans l'an 40. Et dans le premier cas, tu arrives à des résultats assez étonnants parfois, n'est-ce pas? Yes. C'est la petite touche qu'on dirait magique, même si on parle jamais de magie ici. Oui. C'est ça. C'est vrai. Ben oui. Tu reçois un patient, puis tu l'écoutes, puis tu es humain avec lui, tu vas pas mal plus loin. Hein? Dans des cas de personnalité limite, ça peut avoir, dans bien des cas, là, créer un lien, revoir la personne. Pas 10 intervenants, un. Non, c'est ça. Un qui s'en occupe, puis la conseille, l'écoute un peu, dédramatiser, la supporter. De temps en temps, dire, gêne-toi pas pour envoyer tes enfants un peu chez la belle-mère, mais une belle-mère qui est pas accaparante. Comprends-tu? Oui. Il ne s'agit pas d'y enlever les enfants. Il s'agit d'alléger. Comme le dit François. Puis elle a des qualités, la dame. Ben, le docteur, là, votre docteur Bertelli, là, ce qu'elle dit, ils sont intéressants, ces gens-là. Ils peuvent être très intéressants. François trouve que sa conjointe est intéressante. Bon, c'est pour ça qu'elle valorisante. Retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Ceux et celles qui ont pris des notes aujourd'hui, je suis certaine qu'ils vont avancer. Trouble de la personnalité limite, on s'est payé la traite aujourd'hui, puis on s'en est... On a jasé de ça. On continue, et c'est avec Sylvie qu'on le fait. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Sylvie. J'espère que je sauterai pas trop du coq à l'âne. Allez-y. Je suis très nerveuse. Allez-y, lâchez-vous un peu. Bon, moi, je crois avoir toujours été fonctionnelle jusqu'à mon deuxième accouchement. Oui. Où ce que j'ai eu, moi j'appelle ça un choc opératoire, mais c'est pas ça un choc opératoire. Hein. C'est que quand ils m'ont anesthésié, j'étais tellement en crise de panique que j'ai donné un coup de genou sur la table là, et ils m'ont donné une surdose d'anesthésie. Puis j'ai entendu un gros paf dans ma tête. À la suite de ça, quand je me suis réveillée après la césarienne, j'étais comme paralysée du côté gauche. Et c'est là que tout a commencé. Là. En plus que j'étais hémorragique, anémique. Mais là, tout a déboulé. Les crises de panique, l'agoraphobie, l'anxiété généralisée. Je suis devenue hypochondriaque. J'avais des obsessions. J'avais l'impression de paralyser, pas être capable d'avaler. Ensuite, où ce que ça a vraiment empiré, là, c'est que j'ai été 5 jours, 5 nuits sans dormir, 120 heures. Puis je me suis mis à entendre des voix, mais pas des voix de l'extérieur, là, mais à l'intérieur de ma tête. Là. Oui. Qui disait quoi? Qu'est-ce que disaient les voix? J'ai l'impression que c'était la voix de ma mère qui me disait « Ferme ta gueule ». Oui, votre mère qui vous insultait? Quelque chose comme ça, mais c'était pas vraiment insultant, mais c'était comme sévère. Oui, ben là, ferme ta gueule, tu sais. Là, je me promenais d'hôpital à l'hôpital, tout le temps, en crise de panique. Mon mari, mon Dieu, qui était patient dans cette histoire-là. Est-ce que vous avez parlé de ça, là, vous entendiez comme la voix de votre mère? Bien sûr, j'ai demandé à être hospitalisée. Moi, ils voulaient pas m'hospitaliser. Ben oui. J'ai demandé. Vous étiez en psychose postpartum, probablement. Moi, ils m'ont dit que non. Parce que ils m'ont dit que non. Quand quelqu'un entend des voix, là... Ils m'ont dit que si je prends une psychose, je n'aurais pas connaissance. C'est pas le cas, alors, hein? Sylvie et Janine, là-dessus, je vais vous dire ceci. Une personne sur 2 qui fait une psychose se rappelle de tout ce qui s'est passé pendant la psychose, et 1 sur 2 en a oublié des grands bouts, sinon... oublié à peu près tout. Bon, alors ça fait un trou. Demandez-moi pas pourquoi c'est comme ça. Dans ma pratique, c'est 1 sur 2 qui s'en rappelle, puis 1 sur 2 qui s'en rappelle pas ou presque pas. Bon, mais non seulement je m'en rappelais, mais j'avais conscience que c'était pas normal. Avez-vous vu des choses Non. Après vos nuits sans dormir, là, avez-vous eu des visions, des apparitions? Non, mais... Senti des présences? Non, vraiment. Non. Mais vous mettre à paranoïer, à avoir des peurs très particulières. La peur de mourir qui était que j'associe moi aux crises de panique. À part ça, être attaqué, peur d'être attaqué, d'être empoisonné. Non, mais bizarrement, quand j'ai été hospitalisée 10 jours de temps à l'Institut Relance Sociale, à un moment donné, c'est plein de gens qui font la schizophrénie à l'entour. Là. Puis il y en a qui paranoïaient. Ben moi, c'est comme ça avait détendu sur moi. À un moment donné, je pensais que je mangeais une galette. Puis là, j'ai dit, je suis en train de m'étouffer des morceaux de vitre dedans. Là. Bon. J'ai compté ça à l'infirmière. Puis pourtant, je me disais, ben voyons donc. C'est ça que je vous demandais. C'est ça. Vous avez eu définitivement des symptômes psychotiques. Et c'était combien de temps après avoir accouché? Mon Dieu, ça a duré, à peu près? J'ai accouché en mars 93, puis c'est arrivé ça avec tous les symptômes de crise de panique, tout ça, en 95. Non, le fait qu'il y avait peut-être de la vide dans la nourriture, que vous entendiez votre mère qui vous disait « ferme ta gueule ». Ça, c'est quand j'ai été 5 jours, 5 nuits sans dormir. Après ça, c'était... Combien de temps les 5 jours sans dormir après l'accouchement? OK, j'ai accouché en mars 93, puis ça m'est arrivé en octobre...
d'octobre-novembre 95. Ah, OK, quelques années plus tard. Oui, c'est ça, il y a un grand délai entre Il y a un Il y a un grand délai aussi. Et là, vous aviez quel âge en octobre 95? C'est il y a 10 ans, donc j'avais 24 ans. Bon, alors il est possible, ce que vous racontez pourrait être compatible avec un petit épisode de schizophrénie. Pourtant, j'ai eu comme diagnostic trouble de personnalité mixte. Je vous ai pas demandé quel diagnostic vous avez eu. Vous me racontez votre histoire, vous présentez un tableau, une vignette, et je vous dis pas que vous avez fait de la schizophrénie, je vous dis que ce tableau-là peut être compatible avec un épisode léger de schizophrénie. C'est ce que je pense aussi. Ah bon, tout à fait par hasard. Ben non, mais alors nous nous rejoignons, chère Sylvie. Oui, mais est-ce que ça arrive, est-ce que ça risque d'arriver encore? Ça pourrait, comme ça pourrait ne jamais revenir. OK, parce que depuis ce jour-là... Alors vous, dans votre cas, il est strictement interdit d'utiliser PCP, cocaïne, ecstasy, toutes ces cochonneries-là. Ben moi, c'est justement, il m'avait dit que probablement j'avais pris des drogues dures dans ma jeunesse. Quelques fois, là, essayé. Je vous répète, je vous réitère que dans votre cas, il est absolument essentiel que vous ne touchiez plus jamais de votre vie. Jamais de la vie. PCP, cocaïne, ecstasy, les autres méthamphétamines et ces gugus-là, et le hashish, c'est pas pour vous. Ni le pot. C'est parce que ça pourrait déclencher. OK, Sylvie? Allez, bye. Bon, alors Pierre, je pense qu'aujourd'hui, c'était du gros débroussaillage. C'est intéressant. À l'occasion, on est utile, Janine, je te le dis. Oui. Alors, à demain. Bye, intéressant, oui. Oui.